Bonjour et bienvenue au premier épisode de C'est pas pour tout le monde, le podcast où je rencontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes, peu ou mal connues, dans le but de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous ainsi que les différentes réalités vécues par ces personnes. Et pour le premier épisode, on va parler de la réduction des méfaits, qui est une approche visant à la diminution des conséquences néfastes liées à l'usage de drogues tant licites que illicites. C'est une approche qui repose sur deux principes, le pragmatisme et l'humanisme. Et pour ce faire, j'ai reçu mon grand ami Nicolas Perron-Trudel, qui est un jeune professionnel qui est venu nous partager sa vision de la réduction des méfaits, de son parcours ainsi que de l'impact des organismes en milieu festif. Le podcast est enregistré à la microbrasserie Le Boc et Bière, au 50 rue Wellington Nord à Sherbrooke. Et si vous pratiquez un emploi peu connu ou hors norme, vous pouvez me contacter sur Facebook à la page C'est pas pour tout le monde podcast et ça me fait plaisir de discuter avec vous et de vous inviter au podcast. Sur ce, bon épisode! Avec une de mes amies, on a parti un concept, on appelle ça des Hive Sessions. OK. C'est quand elle vient chez nous, elle amène son stock pour dessiner, puis moi je mixe, puis elle dessine, puis elle comme, s'inspire un peu de l'ambiance musicale, puis on se donne des comme, défis mutuellement. Genre. Ah, c'est Puis, bien nice. Ça. Ouais, c'est vraiment hot. Puis le premier mix, genre, j'étais depuis d'une part, j'avais le goût de faire un mix sur Lego, fait que j'ai pris des tunes qui sont comme reliées à Lego, puis j'ai fait un mix alentour de ça. Le deuxième mix, j'ai demandé de m'envoyer 3 tunes. Puis j'ai fait un mix à partir de ça. Puis elle a fait un dessin de ma face, genre qui est insane. Ah, pour c'est vrai, donc là. bien Ouais, nice ouais. comme concept. Puis le prochain, c'est pour un de nos bons chums communs. Là. Lui, il tripe sur Star Wars. Puis fait qu'elle a fait un genre Chewbacca sur un skidoo parce qu'il avait demandé de faire un dessin avec un skidoo jaune. Genre. OK. Puis qu'un un Chewbacca, je l'ai montré tantôt, il est insane le dessin. Ah, c'est nice. Ça. Parce que tu sais, il y a beaucoup de soirées avec toi, justement, qu'il y a des DJ puis du monde qui font de la peinture. Puis justement, Ouais. à cause de l'inspiration de la musique. Mais là, ça, faire ça dans son salon, c'est nice, ça me maudit. Ouais, puis tu sais, ça repousse les limites de la créativité, puis ça te pousse à comme développer des techniques de transition vraiment différentes, puis ouais, c'est hot. Ah, c'est vraiment un nice concept. Ouais, j'aime bien ça. Bonjour, bienvenue à C'est pas pour tout le monde. Cette semaine, je reçois un intervenant en réduction des méfaits, Nicolas Perron-Trudel. Comment tu vas, Nico? Ça va très bien. Merci, toi? Ça va super bien. Premier podcast, pas mal excité. Yes. Écoute, pète-le-moi un peu en concept, le concept de l'épisode qui est la réduction des méfaits. Peux-tu nous expliquer un peu en détail c'est quoi exactement? Oui, la réduction de méfaits, c'est une approche de santé publique dont l'objectif est de réduire les conséquences reliées au comportement de personnes et que les conséquences puissent être réduites pour les personnes qui commettent les comportements pour hey boy je vais recommencer c'est une approche de santé publique qui vise à ce que les personnes puissent réduire les conséquences et les risques reliés à leur comportement, que ce soit des conséquences pour eux-mêmes, pour leur entourage ou pour la société. Puis quand on parle de comportement, ben aujourd'hui on va parler beaucoup d'usage de substances psychoactives, mais on peut l'élargir. Par exemple, porter des coquilles quand on manipule un marteau-piqueur, ben, c'est une forme de réduction des méfaits. On pourrait extrapoler et dire le port du condom, c'est une façon de réduire les risques de grossesse non désirée, de transmission d'ITSS. Donc ça peut être pour les individus eux-mêmes, pour leur entourage. Par exemple, Nez Rouge est un exemple d'astuce de réduction de méfaits qui vise plus l'entourage puis la communauté plus proche, parce qu'on ne veut pas que les gens prennent leur voiture puis se mettent à risque eux-mêmes, mettent les autres personnes à risque. Mais on peut aussi penser à des méfaits sur la société. OK. En fait, c'est pour ça qu'on peut parler de petites réductions de méfaits et de grandes réductions de méfaits. Quand on parle quand je dis petite, c'est que le mouvement de la réduction de méfaits est beaucoup partie d'une initiative par et pour les personnes qui avaient, dans les années 90, l'éclosion du VIH. Fait que c'était beaucoup partie d'une initiative qui visait les personnes qui voulaient réduire les risques de transmission d'ITSS par distribution de matériel de consommation, pour réduire l'échange des seringues, matériel d'inhalation aussi, là, Un peu comme le crack. Cactus fait à Montréal, un peu. Tout à fait. C'est d'ailleurs dans cette vague-là que les premiers organismes de travail de rue, Cactus, Dopamine à Montréal, se sont forgés là, pour agir puis outiller les personnes pour qu'ils puissent réduire entre eux là, les risques
reliées à l'usage de substances, mais aussi dans un contexte où il y a une prohibition qui est très sévère. Puis là, c'est là où on s'en va vers la plus grande réduction de méfaits. C'est que, oui, la réduction de méfaits de moi, qu'est-ce que je vais faire pour réduire les risques par rapport à mes propres comportements, mais la plus grande réduction de méfaits, c'est aussi en tant que société, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme politique, puis comme programmes sociaux pour que toute la société soit à même de réduire les risques et les conséquences de comportements qui sont là. Fait que la réduction de méfaits s'appuie sur deux grands principes, l'humanisme puis le pragmatisme. L'humanisme, dans le sens, c'est d'avoir foi que les personnes veulent le mieux les uns des autres, que c'est possible aussi d'utiliser des substances psychoactives sans développer un problème, un usage problématique, sans nécessairement mettre tout ton entourage en danger, sans tomber dans la déchéance, puis avec devenir le stigma, là, le préjugé là, de la ruelle, puis la personne qui s'injecte, qui a la possibilité d'utiliser des substances qui sont non contrôlées, qui sont en ce moment illégales, puis de ne pas nécessairement développer un problème d'usage chronique. Et le pragmatisme, dans le sens où c'est qu'il y a de petites étapes avant d'arriver à bien réussir à ne pas voir des conséquences négatives, à contrôler, dirais-je, à ce que les conséquences négatives soient diminuées dans la société. Il y a des étapes, il faut y aller par étapes. Et de viser l'abstinence, c'est utopique, là. Je veux dire, il va toujours avoir de l'usage de substances. Ça fait partie de nos sociétés depuis des millénaires. Fait qu'on ne peut pas croire que du jour au lendemain, les substances vont disparaître. Et non seulement ça, c'est que si ça fait aussi longtemps qu'on les utilise, c'est qu'ils répondent à un besoin, puis il y a des impacts à quelque part positifs que les personnes vont chercher derrière ces substances-là. Puis il ne faut pas se mettre la tête dans le sable en disant que ça n'existe pas. Ça ne sert à rien. Fait que pour rapper, dans le fond, la réduction de méfaits, c'est vraiment de donner les meilleurs outils, de se donner les meilleurs outils comme individu, comme entourage, comme société, pour réduire les risques de potentiel comportement, mais que ces risques-là, c'est pas juste à l'échelle individuelle, mais ça peut être aussi à l'échelle plus macro, comme avoir des services d'analyse de substances, parce que les substances de synthèse non contrôlées existent, puis vont continuer à se développer à chaque année. D'avoir des services d'approvisionnement sécuritaire. Donc voilà, là, j'en nomme quelques-uns, mais il y en a une panoplie. OK, puis ça fait combien d'années environ que tu travailles là-dedans? Moi, j'ai commencé à travailler en réduction de méfaits proprement dit en 2017. Okay. C'est mon premier emploi ici à Sherbrooke, à l'organisme Elixir. Mais j'ai commencé à m'impliquer avant au GRIP Montréal en 2013. À la suite, en fait, c'est lors de mon baccalauréat en psychologie et psychoéducation à l'Université de Montréal, j'ai reçu 2 cours de Jean-Sébastien Fallu, qui était intervention en toxicomanie puis intervention en milieu festif. Puis je dis toujours que c'est ironiquement c'est sur mes 90 crédits de mon bac, là, je veux dire, c'est ces 2 crédits-là, surtout de mon parcours universitaire, qui m'ont mené le plus loin dans ma vie, là. C'est des cours à 1 crédit. Puis c'est à partir de là que j'ai vraiment eu un crush sur la réduction de méfaits, parce que je trouvais que c'était une approche qui répond qui a beaucoup plus de sens. Parce que au lieu de viser un... on parle souvent que la réduction de méfaits n'est pas en contradiction avec l'abstinence. En fait, l'abstinence, ça peut être ultimement la seule façon de réduire, pour une personne, de réduire tous les risques pour elle, mais l'abstinence n'est pas la seule façon de réduire les risques et les conséquences pour une personne. Puis, c'est comme je disais tantôt, il y a toute une série d'étapes. Bref, je m'égare, mais dans le contexte, moi, j'avais vraiment aimé l'approche que Jean-Sébastien Fallu avait pris pour parler de l'usage de substances. Puis, il nous avait parlé aussi du GRIP du Montréal, où je me suis impliqué par la suite pendant 4 ans. 4 ans pour où ce qu'on faisait de l'intervention en milieu festif, en fait. On allait, puis là, c'était de l'application bénévole. Puis on allait dans des milieux festifs divers. Là. Je dirais que j'ai couvert pas mal tous les types de... beaucoup de types de milieux festifs différents. Mais c'est là que je t'ai rencontré, justement. Oui, exact. C'était avec Elixir, ici à Sherbrooke. OK, puis fait que c'est vraiment ce cours-là qui t'a donné comme la piqûre d'aller là-dedans. Parce que tu n'avais pas cette intention-là. C'est quelque chose que tu connaissais, la réduction des méfaits, avant de faire ton bac?
Non, pas du tout. En fait, quand j'étais... je dirais que l'intérêt de travailler dans le domaine des relations humaines s'est développé comme au secondaire, Ok. avec des cours plus, c'est ça, centrés sur les relations humaines, éthique et culture religieuse. J'avais eu des profs tripants là, dans ces cours-là. Ok. Ça m'a comme euh, suscité mon intérêt pour approfondir plus le côté sens moral, la relation d'aide, toutes ces facettes-là, l'humain. Puis au cégep, j'ai eu des profs de psychologie vraiment tripants. OK. J'hésitais beaucoup à la fin du cégep entre psychologie et des programmes plus d'intervention directe. OK. Puis c'est ça, finalement, à la fin, j'hésitais, puis il y avait psychologie et psychoéducation qui se donnaient à l'Université Montréal, puis j'étais comme, my God, c'est vraiment comme le fit parfait, fait que c'est ça que j'ai décidé d'aller faire. Je me suis égaré de la question, j'ai oublié ta question. Ma question, en gros, c'était comme, c'est ça qui t'a donné la piqûre, justement. Tu as fait ton bac. Est-ce que tu es rendu tout de suite au milieu du travail? Parce que je sais que tu as fait une maîtrise après. Ouais, j'ai fait une maîtrise après. Ouais, j'ai fait mon bac en psychologie et psychoéducation. J'ai eu ces 2 cours-là avec Jean-Sébastien Vallu. Après, j'ai fait un cours de prévention des toxicomanies à distance. Puis, par la suite, je suis venu faire ma maîtrise ici à Sherbrooke en psychoéducation. Puis, c'est en 2017, là, il me restait... j'étais supposé avoir fini déjà ma maîtrise, là, mais ça attendait un peu, ça, c'est une autre histoire. Ouais, Julie Soleil, qui était en fait anciennement directrice du GRIP Montréal, m'a approché, était rendue directrice ici à Elixir, et puis elle m'a approché pour développer le projet La Halte. OK. En fait, qui est devenu le projet La Halte. Là. Le but, c'était de développer un projet d'intervention en milieu festif. Où ce que, c'est ça, dans le fond, de développer une offre de service ici en région. Là. Je sais pas. En fait, j'ai pas parlé vraiment de ce qu'on faisait en milieu festif, là, je me rends compte. Là. On va revenir là-dessus tantôt. Ouais. Mais justement, le projet La Halte, c'est quoi? Dans le fond, c'est un projet de l'organisme Elixir qui vise à offrir des diverses interventions dans des milieux festifs ici dans la région de l'Estrie. Elixir, la mission, c'est de réduire les risques et les conséquences reliées à l'usage de substances chez les femmes de l'Estrie. Mais on voyait un besoin dans des milieux festifs divers, là, surtout étudiants, mais aussi dans des bars ici en ville, pour avoir plus d'informations sur les substances que les gens consomment dans ces événements-là. Ça visait beaucoup les milieux étudiants puis les milieux où il y a de la musique électronique, parce qu'on le sait que c'est des milieux où, en fait, on sait que la tranche d'âge jeune de 18 à 30 ans, c'est beaucoup là qu'il y a beaucoup d'exploration puis beaucoup d'usage de substances non contrôlées. Là. Quand je dis substances non contrôlées, c'est que c'est des substances soit illégales, soit sur la zone grise parce que c'est des substances de synthèse, là, mais comme la MDMA, comme la cocaïne, comme le speed. Fait que c'est ça, ici en Estrie, on sait qu'il y a une clientèle très jeune, puis il y a quand même une effervescence de plusieurs milieux festifs différents. Fait que c'est ça, on voyait qu'il y avait des besoins, fait qu'on a commencé à sonder différents partenaires de l'université, de regroupements qui organisaient des événements de musique électronique ici. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Dolores, puis via le groupe Underground. Puis on faisait des stands pour donner de l'information sur les différentes substances que les gens avaient peut-être l'intérêt en fait d'en apprendre plus, pas nécessairement avaient l'intention de consommer, mais plus on mettait une table avec toutes sortes d'informations qu'on pensait qui pouvaient être pertinentes, puis ça permettait de stimuler la discussion avec les personnes sur, bon, c'est quoi le cannabis, c'est quoi l'alcool, c'est quoi que ça peut faire si on les mélange, c'est quoi l'ecstasy, c'est quoi la cocaïne, c'est quoi que ça peut faire si tu prends les deux en même temps, comment réduire les risques quand tu es sur le party, ben, si tu consommes des stimulants, ben, ta température corporelle peut augmenter, fait qu'il faut que tu t'assures de rester bien hydraté puis de garder ta température corporelle pas trop haute. Puis là, c'est juste pour les substances parce qu'il y a aussi l'audition. On distribuait des bouchons, on avait des bonbons. Puis ça, c'est l'outil d'intervention qui nous est le plus utile quand on est en milieu festif, ironiquement. Là. Des bonbons! C'est ça, ben oui. C'est accrocheur. Les gens passent devant le kiosque, puis
ils voient un bonbon, ils sont comme curieux. Hein, pourquoi vous avez des bonbons? Vous êtes donc bien cool. Puis là, on dit, prends-toi ça un. Tu connais qu'est-ce qu'on fait? Ça nous permet d'entrer en matière. Puis à un moment donné, ils demandent, pourquoi vous avez des bonbons? À part comme de stimuler la discussion, il y a aussi que les gens qui consomment des stimulants vont faire du bruxisme, vont gricher les dents. Puis c'est une façon de se... Ah ben ouais, c'est vrai ça. D'enlever un peu de changer le mal de place, on dit, là, ça règle pas le problème. Non. C'est ça, c'est la réduction de méfait, ça règle pas le problème, mais ça change le mal de place pendant une couple de minutes. Là. Ah, mais l'impact est présent. Moi, quand je parle d'élixir à des gens qui sont de milieu festif, tout le monde sait c'est quoi. Ah oui, ben cool. Fait que, on voit vraiment que l'impact est présent. Puis oui, à Sherbrooke, il y a vraiment un besoin pour ça. Je le remarque avec les années. Là. Là, en ce moment, il y en a dans beaucoup de régions, finalement. Le milieu festif, c'est généralisé, puis c'est ça, on peut l'extrapoler tellement loin. Là, c'est quoi l'intervention au milieu festif? C'est de l'intervention dans tout lieu où on peut faire la fête. Fait que, je veux dire, ultimement, les besoins vont toujours être infinis parce que tu peux aller du party de maison à le grand festival Rockfest comme on a fait avec le Grip Montréal. C'est ça que je disais tantôt. En fait, là, avec le Grip Montréal, on a fait... moi, ça a commencé au Ballon Blanc, mais après ça... le Ballon Blanc? Ouais, puis ça, c'est la première intervention en milieu festif. C'est un beau baptême? Ouais, ça a été... ça brassait pas pire. Mais je dirais, en fait, c'est... mais on était tellement bien encadrés. En fait, là, il y avait Jessica Turmel qui était à l'époque... c'était elle qui était responsable du service d'intervention milieu festif de Grip Montréal. Puis, je veux dire, c'est une tête, Jessica. Puis, elle a vraiment une belle façon d'accompagner aussi. Elle avait vraiment une belle façon d'accompagner l'équipe. Puis, on se sentait comme super bien encadré, super outillé. Puis, c'était très clair, tu sais, si tu sais pas la réponse, t'es pas obligé de savoir la réponse. Fais juste pas dire n'importe quoi, tu sais, à la personne qui est devant toi. Tu sais, pose la question à une autre personne. Fait que, tu sais, le but, c'est d'entrer en contact avec les gens, d'ouvrir des discussions, puis tu vas l'apprendre sur le tas avec la personne. Tu sais, les cartes sont là. L'information est là. Toi, ta job, c'est de faire le lien entre l'information qui est là sur les tables puis la personne. Puis pour tisser ce lien-là, ça commence pas en... C'est pas obligé de tout savoir. Tu es obligé de savoir dire « Hey, salut, comment ça va? Tu passes une belle soirée? As-tu besoin de quelque chose? Est-ce que tu as l'intention de consommer à soir ou pas? En tout cas, si tu veux, ben on est ouvert puis on est là pour en parler sans jugement. » Ouais, faut comme avoir une bonne... Faut être bon avec le social, en gros. C'est un peu ça. C'est ça. Puis en même temps, je dirais que c'est une des expériences de ma vie qui m'a permis le plus de sortir de ma coquille. Ça permet aussi ça, comme intervenant. Je dis tout le temps aux gens qui sont dans le domaine de la relation d'aide, là, s'ils ont l'opportunité d'aller faire de l'intervention dans des contextes comme ça, c'est vraiment une belle façon de développer des techniques d'entrevue rapides, de créer un contact facile avec la personne, puis de tomber dans... C'est ça, de t'intéresser à ce qu'ils vivent, puis c'est super stimulant. Il faut que tu sois créatif. Des fois, parce qu'un des volets d'intervention milieu festif qu'on faisait, c'était aussi de l'accompagnement de personnes en bad trip. Puis, je veux dire, quand tu es avec quelqu'un en bad trip, oui, à un moment donné, tu vas évaluer la situation avec la personne, savoir comprendre dans quel monde aller, fait que lui faire parler de qu'est-ce qu'elle vit, lui faire parler de ses symptômes, lui faire parler pour toi, être capable de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui se passe dans sa réalité, mais aussi être capable d'évaluer le risque aussi, être capable d'évaluer est-ce que tu as besoin de référer à quelqu'un qui est plus en mesure que toi d'intervenir. Ultimement, l'équipe médicale, mais je dirais ça ne se rend pas tout le temps là, puis rarement avec les psychédéliques. Là. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu changes les idées à la personne, puis c'est là qu'il faut user de créativité. Puis des fois, c'est niaiseux comme... être capable de compter des bonnes jokes, être capable de sortir papier-crayon puis de faire des choses à la personne, de faire écrire, de lui faire dessiner. De sortir un peu de ce pattern-là. C'est ça. Ma bonne amie Marie-Anne, qui est devenue la responsable du service d'intervention en milieu festif pendant plusieurs années au GRIP, elle amenait tout le temps un jeu qui c'était des questions, genre si tu avais à redevenir un animal, ce serait quoi, tu sais. Puis ça, c'est parfait, là, je veux dire, c'est le genre de... Quand tu te pratiques à te poser des questions comme ça, après ça, tu n'arrives jamais pris au dépourvu pour t'intéresser à quelqu'un. Ouais. OK. Mais tu sais, moi, je t'ai déjà vu aussi, tu sais, comme l'intervenant fait partie de toi. Moi, je t'ai vu justement dans des festivals, dans des parties, justement, genre que t'étais pas là pour travailler. T'es intervenu avec des gens pour les aider, là. Puis ça, moi, je trouvais ça beau, là, de voir ça, de faire, OK, l'intervenant, c'est vraiment en lui, là. Ça fait partie de lui.
Ah oui, ouais, mais tu sais, c'est le fameux adage, là, tu peux sortir l'intervenant de l'intervention, mais pas l'intervention de l'intervenant, tu sais, mais je dirais qu'en même temps, c'est ça devient difficile des fois de faire une coupure, là. Je pense que c'est un des gros défis qu'on vit, là, une difficulté à faire la coupure, puis tu sais, surtout quand on voit des choses qui nous confrontent ou qu'on observe un potentiel que ça devienne risqué pour une personne ou pour d'autres, tu sais. Fait que d'abord, ça amène à réfléchir sur est-ce que c'est ma lecture à moi de la situation ou est-ce qu'il y a un réel risque? Parce que tu sais, on est tous victimes de nos propres préjugés. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui n'en a pas de préjugés. C'est un travail constant de travailler sur ces préjugés. Puis je pense que c'est sur ça l'objectif. Fait que quand tu lis une situation dans un milieu festif, de te dire, OK, y a-tu vraiment un risque ou est-ce que c'est ma perception? Puis aussi, des fois, d'être capable de dire, OK, tu sais, de faire des choix là, quand tu n'es pas là pour être intervenant. C'est pas de laisser quelqu'un dans le chenoute. Il faut faire de quoi quand quelqu'un a besoin d'aide, puis quand quelqu'un est sur le bord de faire quelque chose qui pourrait être dangereux pour elle ou pour quelqu'un d'autre. Sauf que des fois, tu n'es pas obligé de toi être la paire. Tu peux déléguer ou si tu as le droit à des pauses. Puis ça, c'est difficile des fois de faire cette De déléguer, justement. distance-là, ouais. Puis en particulier, tu sais, je viens de flasher en disant ça, c'est quelque chose qu'on faisait en manifestif, mais même comme intervenant, il y a des situations qui sont plus difficiles à évaluer que d'autres, notamment là, toute la question des violences sexuelles, puis ça, c'est quelque chose qu'on a développé beaucoup avec Elixir. Quand j'étais au GRIP, on était très centré usage de substances, ça commençait. On devenait de plus en plus sensibilisé à intervenir face à des violences sexuelles, mais on était moins, comment dire, on était moins à l'affût peut-être, là. On se centrait plus sur l'usage de substances, mais Elixir, le projet La Halte, a vu le jour après MeToo. Puis après que moi, j'ai participé à Ni viande ni objet, qui est une campagne de prévention des violences sexuelles. C'est-tu apparu à cause de MeToo ou c'est un hasard que ça soit apparu après? Non, ben, en fait, La Halte, il y avait, je veux dire, d'avoir l'intervention manifestive, c'était déjà un besoin présent. C'est pas directement relié, mais le contexte MeToo qui a fait que les gens étaient beaucoup plus sensibilisés aux violences sexuelles dans les milieux festifs. Puis le fait que moi, j'ai participé aussi à la campagne Ni viande ni objet qui a permis de s'approprier des outils super intéressants pour intervenir en milieu festif face aux violences sexuelles, cette conjoncture-là a fait qu'avec la halte, c'est quelque chose qu'on a mis plus de l'avant. C'est quelque chose qu'on a fait, OK, on n'a pas le choix. Puis il y avait aussi Pluri, qui est une initiative à Montréal, que j'avais suivi une formation, avant tout ça d'ailleurs, là, qui eux, elles se ciblaient, là, en fait, c'est pas juste la violence sexuelle, c'est voyons, les violences, je dirais même de tout genre, l'oppression en milieu festif. Okay. Fait que, tu sais, Pluri, c'est pas juste les violences sexuelles. Je veux dire, je vais mettre des gros guillemets ici, là, mais classiques, là, où c'est de la séduction non désirée ou des agressions, des attouchements, mais ils vont aussi aller sur l'oppression quand, par exemple, il y a du profilage qui est fait là, par rapport aux personnes qui rentrent ou pas, ou qui vont faire, là je manque d'exemples, des personnes qui vont filmer des personnes de couleur ou qui vont comme intimider des personnes qui ont des différences comme des personnes en situation de handicap. Voilà. OK. Puis en ce moment, tu travailles pour l'AIDQ, l'Association des intervenants en dépendance du Québec. Tu peux-tu un peu nous expliquer comme c'est quoi les objectifs puis leurs services, ainsi que ton rôle au sein de cet organisme? Oui, tout à fait. Donc, l'AIDQ, c'est une association qui regroupe environ 250 membres au Québec. Quand je dis membres, c'est soit des organismes qui sont membres de l'association ou des personnes, des individus en leur propre nom. Puis la mission de l'association, c'est de veiller au développement des compétences des personnes qui travaillent dans l'intervention en dépendance au Québec. J'allais dire en milieu festif, c'est beaucoup plus large que ça. C'est l'intervention en dépendance. Donc, quand je dis veiller au développement des compétences, puis aussi de faire rayonner là,
l'intervention en dépendance. Quand je dis veiller au développement des compétences, c'est via une panoplie d'activités. On a des activités de réseautage pour que les organismes puissent échanger entre eux. On a des activités de transfert de connaissances, que ce soit des journées de conférences organisées. Par exemple, il y en a une qui s'en vient, la rencontre québécoise pour la réduction des méfaits. OK. La 34e, c'est le 15 et le 22 avril. Ça a lieu où, ça? Ça va avoir lieu en ligne, c'est ça que j'allais dire. Autre type, là, depuis la COVID, on est viré tout en webinaire. Pas mal. En webinaire? Ouais. J'avais jamais entendu ce terme-là, j'aime Ouais, ça. ouais, c'est comme un séminaire, mais c'est Webinaire. sur le web. Ouais, Nice. un webinaire, là, fait qu'on est beaucoup dans le mode virtuel. Fait que transfert de connaissances sous différentes formes. Puis aussi, il y a l'accompagnement d'organismes. S'il y a on donne la formation beaucoup. Puis s'il y a des organismes qui ont un besoin précis d'accompagnement par rapport à une certaine problématique, d'être outillés, ils peuvent faire appel à nous. On peut voir comme qu'est-ce qu'on a les ressources pour faire. Là. C'est sûr que là, c'est du cas par cas. Puis on est dans une réflexion stratégique en ce moment là, pour voir là, qu'est-ce qui va venir les prochaines années. Mais ça va être bien stimulant. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, mon rôle au sein de la IDQ. Moi, je suis agent de soutien au développement. Fait que dans le fond, mon travail, c'est de soutenir le développement de différentes initiatives. Là. En gros, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ma charge de travail est divisée. J'ai une majeure sur le programme de formation Profane, qui est un programme provincial en prévention des surdoses d'opioïdes. OK. Je vais y revenir, là, mais dans le fond, sur ce programme-là, je suis formateur. Puis aussi, je mets l'épaule à la roue pour certains aspects de coordination, notamment le développement d'outils didactiques là, qui pourraient appuyer nos formations puis pour aider à faire du transfert de connaissances via ce programme-là. D'autres projets, je mets aussi l'épaule à la roue pour d'autres projets à la IDQ. Là. Entre autres, je lead en partenariat avec la QRP, qui est l'Association québécoise pour le rétablissement psychosocial. Eux travaillent plus en santé mentale, puis on a fait une association on travaille en partenariat pour mettre en place un comité sur la valorisation du vécu et du savoir expérientiel dans le milieu en dépendance. Fait que le savoir expérientiel, finalement, c'est le savoir que les personnes acquièrent à travers leurs propres expériences de consommation. Et de plus en plus, les milieux en dépendance veulent impliquer des personnes qui ont un savoir comme tel, là, des personnes qui ont vécu de l'usage de substances, l'itinérance, la stigmatisation, qui ont vécu la réalité de personnes qui utilisent des substances, puis veulent... Il y a un mouvement là, de réappropriation de ces milieux-là pour que ça cesse d'être paternaliste et que ça cesse d'être on décide pour vous que les drogues sont mal. Fait que, puis pour mieux comprendre aussi, mieux évaluer les services et les réalités de l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux systémiques, il y a beaucoup de discrimination systémique là, à l'intérieur des milieux face aux personnes qui utilisent des substances. Fait que ça, c'est un comité aussi que je lead en partenariat. Aussi, je mets l'épaule à la roue aussi pour la rencontre québécoise de réduction de méfaits pour organiser un panel sur l'usage de substances, sur l'analyse de substances. OK. Ouais. Il va y avoir 5 invités, dont Elixir, le GRIP, Senti d'amitié, Miel du Québec et Heads and Hands. OK. Ouais, ça va être un super beau panel. Wow. Sur le 22 avril. Puis, je reviens à Profane, là, parce que je n'ai parlé comme juste brièvement, mais Profane, je pense que c'est important que j'explique. C'est un partenariat entre Méthadome et la IDQ. Méthadome, c'est une association par et pour les personnes qui ont utilisé ou utilisent des opioïdes et dont la mission est d'améliorer les conditions de vie des personnes qui utilisent ou ont utilisé des opioïdes. Puis, c'est ça, c'est un programme de formation qui est à travers tout le Québec et on se déplace. En fait,
dans les premiers volets, le programme existe, le programme Profane existe depuis 2015. C'est une initiative qui est vraiment émergée par et pour les personnes qui utilisaient des drogues opioïdes, puis qui ont vu des hausses de surdose, puis qui voulaient avoir... c'est des anciens consommateurs. Non, c'était des consommateurs actuels aussi, c'était les deux, mais ils voulaient avoir plus accès à l'analoxone. Fait qu'ils sont regroupés ensemble pour se donner de la formation sur comment tu peux réduire les risques, puis comment tu peux te former à utiliser l'analoxone. Puis il y avait des partenariats avec différentes pharmacies qui voulaient se procurer de l'analoxone. Ça, c'était avant que ce soit accessible à tout le public en pharmacie. Ça, c'est pro gens de terrain, là. Exact. Vraiment, là. Ouais. Wow. Puis là, ça a évolué. C'était encore, c'était pareil pour les personnes qui consomment, là. Puis, ou qui ont consommé. Puis là, ça a évolué. Puis le Profane 2.0, ben, Méthadome s'est associé avec l'AIDQ pour développer un volet pour les personnes en milieu communautaire qui voulaient aussi être outillées. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui venaient chercher de la formation adressée aux usagers et proches. Mais c'était pas tout à fait adapté. Puis il y a des enjeux, là, entre autres que les usagers et proches ne sont pas aussi à l'aise de se dévoiler quand ils sont face à d'autres intervenants. Puis c'est pas le même bagage nécessairement pour outiller. Fait qu'on voulait plus outiller les milieux communautaires pour que ce soit capable de faire une prise en charge complète des surdoses dans leur milieu. Fait qu'on a, avec l'AIDQ, Méthadome a développé le volet Profane 2.0. Et là, qui s'est étendu à toute la province. Donc, on s'est déplacé de région en région pour aller donner les formations, toujours en diade aussi. Ça, c'est super important. Le programme, c'est à la fois une personne qui a un savoir expérientiel puis une personne qui représente le milieu de l'intervention. En l'occurrence, c'était moi quand c'était moi, mais j'ai d'autres collègues aussi qui sont des travailleuses de rue ou de centres de réadaptation en dépendance. Puis j'ai d'autres collègues formateurs qui, eux, sont des personnes qui consomment encore des opioïdes ou autres substances ou qui ont arrêté de consommer, mais en ont consommé pendant plusieurs années, qui ont connu des situations, qui ont vécu en situation d'itinérance, qui s'en sont sortis, qui sont retournés aux études, fait que de parcours divers, mais bref, de parcours très concernés. Fait qu'on anime à 2 personnes, fait que ça permet vraiment d'avoir un partage de réels vécus, de réelles situations concrètes et de réalité de l'intervention. J'avoue, intervenir avec du monde, qu'il y a déjà du monde qui ont intervenu avec le même principe sur toi, c'est excellent, moi, je trouve. Là. Mais là, c'est assez large comme question, mais avec quel type de clientèle que tu interviens? Ma réponse va être large. C'est vraiment large, en fait. Moi, proprement dit, je n'interviens pas directement dans le sens où... moi, je suis plus sur le terrain de l'intervention, je suis sur le terrain de la formation, puis du développement de projet. Là. Fait que je travaille en partenariat plus avec des intervenants puis avec différents formateurs. Mais je dirais que ça s'adresse à une panoplie de personnes. Là. En fait, j'ai vraiment le goût de dire tout le monde peut être concerné. Oui, il y a le milieu plus de l'itinérance ou de l'usage de substances illégales, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a de moins en moins que ça, en fait. Là. Je veux dire, je ne sais pas s'il y a déjà eu que ça. Puis c'est ça, je pense, le plus grosse erreur qu'on a faite dans le domaine de la toxicomanie, qu'on appelait la toxicomanie, et qui est heureusement en train de changer de terme, là, mais on parlait juste du bout de ligne, juste des personnes qui vont vraiment pas bien. Puis ça occulte tout un spectre qui fait qu'on clive. Là. C'est tout. Soit tu es une personne qui consomme par injection, puis de façon chronique, puis tu es dans la rue, soit tu consommes pas. Mais tout le in-between n'existe pas, alors que le in-between, c'est là que se situe 95% de la population. Je veux dire, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont une prescription d'opioïdes, qui savent peut-être même pas c'est quoi un opioïde, c'est quoi les risques que ça peut avoir, puis c'est quoi les mélanges qui peuvent être à risque. Ah, mais il y a plein de médicaments, là, comme les jeunes qui prenaient du Ritalin, c'est une forme de speed, si on veut. Exactement, les benzos. Fait que tu sais, tous les médicaments, les substances légales comme l'alcool et le cannabis, qui sont pas, je disais, c'est pas à banaliser, en particulier l'alcool qu'on banalise tellement, puis qui est la substance qui a le plus d'impact. Quand on parle de réduction de méfaits, là, la première substance qui crée de méfaits dans toutes les substances existantes, c'est l'alcool. C'est parce que c'est légal? C'est une bonne question à se poser. Je dirais pas que c'est pas légal, en fait. C'est pas le fait que ce soit légal. Ça, les
les études semblent assez bien, semblent assez bien soutenir que le statut légal d'une substance n'a pas un impact unique et direct sur les risques qui en émergent. J'aurais pensé que oui, vu que c'est tellement plus facilement accessible. C'est un amalgame qui vient avec le statut légal qui va amener. Puis le nerf de la guerre, quand on parle de légalisation, c'est pas le changement de statut de c'est pas légal de consommer à c'est légal de consommer. Le nerf de la guerre, c'est la commercialisation. C'est le fait qu'on en fait un produit attrayant et potentiellement désiré par les personnes. Ce qu'il faut essayer d'obtenir pour réduire le plus de méfaits possible, là, dans le fond, c'est qu'on ne veut pas stimuler de curiosité pour des personnes qui n'auraient pas utilisé de cette substance-là sans y être face. Mais ça, c'est à peu près impossible parce qu'à un moment donné, je veux dire, si c'est pas la publicité qui va le faire, tu vas arriver face à quelqu'un, un ami, un party, ben ouais. Puis qui va faire c'est cool cette substance-là. Mais puis d'essayer de réduire c'est ça, de créer une nouvelle curiosité inutile par rapport à ça, tout en donnant accès à des produits contrôlés puis à des mesures de réduction de méfaits aux personnes qui désirent utiliser ces substances-là parce qu'ils vont le faire pareil. Puis ils vont le faire pareil pour des raisons qui sont tout à fait légitimes. Puis si on leur donne des possibilités de réduire les risques, ben il le plus de chances, c'est pratiquement sûr qu'ils vont s'en sortir sans grosses conséquences négatives. Okay. Les conséquences négatives par rapport à l'usage de substances n'arrivent pas à une personne à cause qu'elle fait l'usage de substances illégales. C'est beaucoup plus complexe que ça. Faut considérer ça fait partie d'une histoire de vie. Là. La dépendance, c'est un construit social. Je veux dire, on devient pas dépendant du jour au lendemain à cause qu'on a fait une ligne de poudre. Là. C'est beaucoup plus complexe que ça. S'il y a une souffrance, il y a quelque chose qui s'installe qui va faire qu'une personne est plus à risque de devenir dépendante. Puis des situations de vie, des contextes tes liens de vie. Aussi. Tes liens dans la vie. J'imagine tu te mets en couple avec quelqu'un ou tu te mets bien chum avec quelqu'un qui consomme. Tu vois la personne régulièrement. T'en fais une fois, ça donne le goût souvent d'en faire. Fait que c'est sûr que les gens autour de toi ont un gros impact. Ils disent souvent que quand quelqu'un arrête de consommer, il faut que tu changes de cercle d'amis. Oui, tout à fait. Puis moi, j'ai le goût de répondre à ça, c'est tout à fait. Puis en même temps, parce que quand je dis réduction de méfaits, là, les programmes de transition, il manque de programmes de transition au Québec. Puis là, les personnes qui vivent avec une dépendance, puis au point où que leur sécurité à eux ou celle des autres est en danger, qu'on va dire, OK, il faut que tu ailles faire une thérapie. Puis des fois, c'est sur ordonnance de la cour là, on peut aller faire une thérapie. Fait qu'on dit à la personne, tu es obligé d'aller faire une thérapie. La personne s'en va en thérapie pendant 28 jours, mettons, le classique. Là, 28 jours, c'est 4 semaines. Là. Tu passes 4 semaines, tu es coupé de ton réseau, ton horaire est fait pour toi, ta bouffe est faite pour toi. Toi, tu as juste besoin de se centrer sur toi puis de développer des liens très forts avec les personnes qui sont avec toi, des intervenants qui prennent soin de toi, le réseau d'entraide, tout ça. Puis au bout de 28 jours, boum, c'est terminé, tu retournes dans ton milieu. On te remet dans la nature, faire comme moi, il faut que tu changes d'amis en même temps. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis là, tu n'as pas accès à des ressources d'aide. Puis là, tu essaies de changer ta vie au complet d'un coup, mais je veux dire, ça prend du temps, là, tout ça. Puis, tu sais, souvent, les personnes n'ont pas suffisamment d'accompagnement à travers de tout ça. Puis, à un moment donné, le stress build up, puis là, il rechute. Puis, ou à un moment donné, je veux dire, il arrive en bout de ligne de je me sens ben trop isolé, je vais retourner voir mon sac d'amis. Puis là, qui peut être un trigger pour la rechute. Puis, s'ils n'ont pas de plan, s'ils n'ont pas, parce qu'en plus, tu sais, quand c'est comme glorifié, là, l'arrêt de consommer, là, c'est comme pour une personne qui a vécu une dépendance, c'est l'objectif ultime. Puis une fois qu'elle a atteint ça, de revenir, c'est un échec total. C'est ça, comme ça que c'est perçu. Fait que la pression est énorme, fait que les personnes vont s'isoler, puis s'ils rechutent, puis s'isoler quand tu rechutes, c'est une des situations les plus à risque pour une surdose en particulier. Les surdoses, c'est ça. Ouais. En particulier les opioïdes. Fait que quand je parle de réduction de méfaits, c'est ces politiques-là, le fait qu'on encourage un système où le sens moral dit
si tu es dépendant, tu dois arrêter de consommer à la thérapie, mais qui manque de ressources après la thérapie pour bien accompagner les personnes. Mais ça existe-tu, ça, justement, des Ben, centres de transition ou de l'intervention, si tu veux, de transition pour que les gens puissent s'en sortir après le 28 jours, là, Ça existe, mais trop peu. L'accès à ces ressources-là est trop limité pour les besoins réels. Ouais. On mise encore trop sur la bonne volonté du réseau de venir en aide, puis de croire que les réseaux sont bien outillés pour ça. Les familles qui, des fois, sont en bris de relation avec leur famille. Ouais. C'est utopique de penser que tout le monde a une famille, malheureusement. Là. OK, puis tu sais, on parlait des substances légales, substances illégales. Toi, la légalisation du cannabis, ça a-tu un impact sur ta job? Je dirais oui et non en même temps. Oui, ça a eu un impact parce que je pense que ça a ouvert une porte. Là. Je pense que ça a ouvert un regard différent de la population face à des substances qui étaient légales, qui sont devenues légales, puis on n'a pas vu de clowns se promener dans la rue. Là, je veux dire, on n'a pas vu de bombes atomiques exploser. Fait que ça, je pense, ça a apporté une certaine ouverture par rapport à une certaine mentalité de OK, il y a des choses qui sont possibles. Il y a, je pense, par exemple, je pense qu'il reste, ce qu'il faut faire attention, ce qui nous guette, c'est la commercialisation. C'est ça qu'il faut faire vraiment attention. Sans aller dans le trop paternaliste aussi, je veux dire, de ne pas... Par exemple, si on interdit, on l'a vu, là, les produits, les edibles, ben, les gens finissent par les faire eux-mêmes ou par continuer à les acheter sur le marché noir. Fait que il faut réfléchir à une façon, comme je disais, d'offrir les produits que les gens vont consommer. Fait que ça a changé un peu ma job dans le sens, ça a eu un impact sur mon monde de travail parce que ça a amené une certaine ouverture. Par contre, j'ai quand même vu des choses complètement clivées, là, comme des messages une volonté trop grande de protéger les jeunes en disant il ne faut pas qu'il y ait accès à du cannabis légal. Fait que on les prend un peu en otage entre 16 et 21 ans. Puis on leur dit, ben vu que vous n'êtes pas supposé consommer du cannabis, ben c'est légal pour vous d'en acheter. Mais en même temps, ils vont aller se le procurer sur le marché noir. Je connais pas grand jeune entre 16 et 21 ans qui ont fait comme non, je fumerai pas, c'est pas légal. C'est ça, ouais, fait que il y a encore beaucoup de. Puis ça, c'est vraiment une opinion personnelle, là, je tiens à le mentionner. Puis c'est au fur et à mesure de plusieurs projets, en fait, là, que j'ai constaté ça, mais qu'il y a il y a des messages alarmistes sur le cannabis qui sont des fois un peu tournés de façon à ce que tu tires encore une conclusion, une généralisation, en particulier par rapport au risque de psychose, qui n'est pas à banaliser, mais qui n'est pas non plus un lien de cause à effet automatique. Là, c'est beaucoup plus complexe que ça, la psychose et le cannabis. Puis encore une fois, il reste des mythes qui s'entretiennent puis qui ont été, pour certains, renforcés avec la légalisation. C'est des exemples? Ben, le risque de la psychose, le risque de protéger les jeunes. Ben moi, j'avais déjà entendu qu'une personne qui a de la maladie mentale dans sa famille est vraiment plus à risque. C'est un mythe, ça? Ben, en fait, une personne qui a des antécédents familiaux de troubles de santé mentale, qui sont reconnus comme ayant un facteur héréditaire, là, notamment la schizophrénie en a un, oui, mais ce n'est pas le seul. La bipolarité, je pense aussi. Il y a d'autres types de troubles de santé mentale qui ont des facteurs génétiques associés. Mais les facteurs génétiques, c'est une partie, là. Fait que oui, tu es plus à risque, globalement. Mais ça va dépendre de toutes sortes d'autres facteurs. Ça va dépendre de tes facteurs de protection. Est-ce que tu le sais que tu as des antécédents familiaux? Tu fais quoi avec ces antécédents-là? Est-ce que toi, ça t'aide à prendre des mesures pour préventives, dans le sens où tu fais attention à la fréquence que tu consommes, puis à la quantité que tu consommes, puis au taux de cannabis qui est à l'intérieur? Puis c'est ça qu'on parle pas. On dit, si tu as des antécédents, fume pas de cannabis. Pas, fais attention au taux de THC, fais attention à la fréquence que tu consommes. Oui, c'est ça, exactement.
Tu sais, comme j'ai souvent entendu dire, la personne est devenue schizophrène parce qu'elle consommait. T'es comme, non, la personne était déjà schizophrène, ça l'a juste développé. Ça l'a juste mis à on. C'est Elle l'avait ça déjà en lui. l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a une composante qui existe. La personne est comme déjà des chances de devenir, puis de développer cette schizophrénie-là, puis ça précipite le développement de la schizophrénie. Ça se peut aussi qu'une personne qui n'a pas de facteurs génétiques qui consomme des doses astronomiques, puis qui fait des mélanges à risque, puis pour X raison, ça se peut qu'une personne développe aussi une J'en connais du monde là, qui ont trop consommé, puis... Mais on parle de tellement petit pourcentage C'est ça. des cas, il faut faire attention de surgénéraliser, puis amener des conséquences négatives sur le guéri. C'est ça, c'est aussi en clivant tout ça, ben on amène les populations qui pourraient utiliser judicieusement de l'information neutre et validée pour réduire les risques pour eux-mêmes en sont privés parce qu'on prend la décision morale pour des exceptions d'en faire des généralités. OK. Puis, on va revenir un peu au temps que tu étais intervenant en réduction BFM, mais vraiment terrain. C'est quoi les défis que tu faisais le plus souvent face? De dire en milieu festif? Oui. OK. Des défis, c'est quoi les défis que je faisais plus souvent en face? Je dis, il y en a plusieurs. D'abord, des défis de vulgarisation, défis c'est ça, d'abord de créer le contact avec la personne. Il y a des fois que ça se fait vraiment naturellement, mais c'est super facile pour la majorité du temps, mais il y a des fois que comme ça passait moins bien, là, le courant, là, je dirais. Là. Fait que c'est de créer une façon d'aller susciter l'intérêt d'une autre personne, puis en particulier avec il y a des personnes qui vont dire « Ah non, mais moi je consomme pas, là, fait que... puis, fait que d'essayer de démystifier que... beaucoup de démystification, c'est ça que j'allais dire, ouais. Démystification que notre approche n'encourage pas la consommation, que c'est l'information qui est neutre, qui est validée, puis qui est là, accessible aux personnes qui se sentent interpellées, mais je veux dire, tu sais, on se promène pas avec des cartes d'ecstasy dans les écoles secondaires en disant essayez ça, c'est le fun, là, tu sais. On met un stand, puis les jeunes viennent nous voir, puis ils nous posent des questions. Fait qu'ils ont déjà la curiosité. C'est juste qu'au lieu que les réponses viennent de leurs amis qui sont informés sur des forums en ligne, elle vient ça a été vulgarisé puis mise en bouche par des intervenants qui ont pris la peine de prendre l'information de plusieurs sources. Fait que la démystification, il y a aussi la prise de décision. C'est des défis, là, des fois, comme tu es face à des situations plus ambiguës, puis on est dans un contexte où on travaille avec des personnes qui commettent des comportements qui sont illégaux, le fait de consommer. Puis aussi, nous, on a toujours on veut pas nuire aux personnes. On veut pas leur nuire. Puis des fois, surtout quand on arrive face à une personne qui n'a pas l'air de filer, il faut prendre le temps d'évaluer avec la personne, est-ce que ça va, es-tu correct, as-tu besoin d'aide? Puis ultimement de référer à l'équipe médicale s'ils ne filent pas, mais des fois ils ne filent pas mais ils veulent rien savoir de l'équipe médicale, puis on essaie de discuter avec eux, mais on voit clairement que leur situation se dégrade, puis maintenant il faut prendre la décision de qui on va l'interpeller pareil. Fait que ça, c'est pas le fun, c'est pas le fun quand on est face à ça. Idéalement on veut que ça vienne d'eux puis qu'ils acceptent, là, mais il y a des fois qu'il faut référer puis on n'est pas à l'aise de le faire. Fait que ce genre de prise de décision là n'est pas nécessairement facile. Sinon, de conjuguer avec des personnes qui ne sont pas en mesure de s'exprimer clairement, qui ont des comportements un peu intenses. Là. Des personnes dans le taux de consommation, ça peut être intense. C'est dans ta bulle.
le monde, des fois, ils ne se sentent pas nécessairement bon, là. C'est pas tout le temps, là. Je veux dire, c'est rare que ça arrive, mais ça arrive des fois que la personne, ben, elle s'est vomi dessus ou elle a eu chaud, comme ça se peut pas, puis elle a de la misère à se tenir debout, puis là, ben, tu l'aides à marcher, fait que veux pas, t'es comme en contact très direct avec, là. Seigneur, j'ai l'impression de parler d'une époque qui est comme quasiment révolue. Malheureusement. Dans le temps, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment dans le temps, là, mais c'est ça, fait que tu sais, il y a ces barrières-là, puis en même temps, je veux dire, c'est tellement enrichissant, c'est au travers un peu de ce petit dégueulasse-là, genre, je veux dire, là, qu'il y a tellement des belles affaires qui se passent, là, je veux dire, j'ai déjà aidé, déjà accompagné quelqu'un, fait un geste super simple pour lui, parce que je l'ai aidé à retourner à sa tente au Rockfest, puis tu sais, le gars, il s'était vomi dessus, puis il m'a dit, il m'a donné 2 chapeaux parce qu'il était full content que je l'aide à comme retourner à sa tente puis à monter son matelas parce qu'il avait rien préparé là. Sa tente était montée heureusement, mais il n'y avait pas de matelas, pas d'oreiller, rien. Fait que je l'ai aidé un peu puis il me donne 2 chapeaux puis il me dit hey, les héros ont pas de cap, tu sais. Fait que j'étais comme hey, c'est vraiment cool de se faire dire ça dans le cadre de son travail. Fait que c'est genre à travers ce petit côté-là où ça peut devenir des fois confrontant par rapport à ta bulle, des fois par rapport à ton un peu ton hygiène genre riche là, ben comme ça devient enrichissant de voir qu'on a un réel impact là. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que moi, en festival, la première fois que j'étais en festival, j'avais découvert les safe space. Je trouve qu'il est une idée incroyable. Tu nous en parlais un peu, puis comme les bienfaits aussi des safe space dans les milieux festifs. Oui, ben en fait, ça fait partie des je dirais, pour revenir un peu rapidement aux défis, là, justement, là, le fait d'accompagner des personnes qui sont plus en bad trip psychose, ça, c'est des beaux défis, là, parce que c'est des défis qu'on rencontrait souvent, mais que c'était des beaux défis parce qu'on essayait justement de faire sortir, de leur changer les idées, de potentialiser la créativité de leur esprit vers un autre objet qui est celui de bad tripper, puis celui d'être pris dans de l'angoisse, tu sais, de l'emmener ailleurs puis de l'emmener vers quelque chose qui va être ressourçant pour eux, là. Mais ouais, le concept de safe space, dans le fond, c'est juste pour défaire l'anglicisme, là, safe space, un espace sécuritaire, mais sécuritaire à son sens large, là. Fait que c'est un espace qui est comme supervisé. Il y a 2 types de safe space. Déjà, je vais le statuer comme ça. Il y a le safe space qui sont comment dire, plus circoncis dans un espace puis à plus haute supervision là, par des personnes qui ont une formation en intervention en milieu festif ou psychosocial pour offrir du counseling puis un espace de dépôt aux personnes qui vivent un bad trip, là. Fait que c'est vraiment un endroit où les personnes qui bad trip ou ont des symptômes physiques, vivent de l'inconfort, ont mal au cœur. Des hydratations, mais ils ne sont pas rendus encore à l'équipe médicale. Okay. Je veux dire, leurs symptômes sont en contrôle. Ils expriment qu'ils ne filent pas bien ou ils ont consommé des psychédéliques, fait qu'il y a beaucoup de stimulation, puis ils se sentent un peu comme envahis, tout ça. Ben, ils peuvent venir dans ces endroits-là pour se déposer, puis il y a une personne de l'équipe d'intervention en milieu festif qui va juste offrir du support à la mesure de ce que les autres ils veulent. Fait que ils peuvent donner des boissons, des collations, boissons réhydratantes, prendre le temps de jaser avec eux, c'est comme je disais, leur changer les idées, leur faire parler de leur réalité, savoir comme qu'est-ce qu'ils vivent, des fois avoir accès à comme ça, des mandalas, des dessins, etc. Ça peut vraiment aller large. Là. Changer vraiment le minding de la personne. C'est ça, exactement. Puis aussi offrir une surveillance pour les personnes qui sont nées... ouais, il a l'air pas mal déshydraté, il vomit pour l'instant, puis là, à un moment donné, il arrête de vomir, puis t'es comme, il répond ça encore, fait que là, on réfère à l'équipe médicale. Fait que ça ferait une supervision pour les personnes qui sont comme on the edge, puis que le fort est à parier que juste avec le temps, ils vont sevrer leur substance, puis que ils vont bien filer après avoir fait une sieste, mais que c'est mieux qu'ils fassent une sieste supervisée, comme ça, si jamais ça déborde, on peut référer rapidement à l'équipe médicale. Puis, il y a le safe space plus large où il y a des beanbags, il y a des hamacs, il y a des endroits où le monde peut venir en groupe avec amis, se déposer, puis juste chiller. Puis, c'est souvent proche l'un l'autre, mais pas nécessairement ensemble parce qu'on ne veut pas nécessairement avoir juste
des gangs d'amis, des fois, ça peut se mettre à être loud puis tout. Fait que, on garde des endroits circonscrits pour... Regarde ici, c'est pour si tu files pas. Tu peux avoir 1 ou 2 amis, mais c'est pas pour faire le party. C'est un endroit pour faire descendre les stimulations. Il y a une zone plus adressée pour ça, alentour, où là, tu peux aller te déposer. OK. Fait que je dirais le safe space, c'est plus quand tu as de la supervision parce qu'aussi, il y a un enjeu de... Il y a tout... ça, c'est le safe space que nous, on avait au Grip ou à l'Alche, là, mais par exemple, à mon expérience à Shambhala, qui est un festival au BC, il y avait un safe space pour femmes et personnes de la diversité de genre. Fait que ce safe space-là, il y avait les deux, en fait. Il y avait le comment ça s'appelait déjà? Le nom m'échappe, là, mais Sanctuary. Le Sanctuary, c'était un espace pour se déposer puis avoir accès à des beanbags, peu importe t'es qui, peu importe t'arrives à combien de personnes. Le seul topo, là, c'est keep it down. C'est pas la place pour être full loud puis pitcher partout dans les murs. C'est un espace pour te déposer puis faire descendre des stimulations. Le safe space pour femmes, lui, c'était plus faut que tu sois une femme ou une personne qui est visiblement issue de la diversité de genre. Puis la mission était plus de comme offrir un endroit où tu arrêtes de te faire cruiser, tu arrêtes de te faire harceler par les autres personnes. Fait que c'est une autre vocation de safe space. Okay. Mais là, justement, on est rendu dans Shambhala. Je voulais t'en parler justement de Shambhala. Juste que vous sachiez, Shambhala, c'est un festival qui est en Colombie-Britannique, en août, avec 25 000 personnes. C'est un festival de musique électronique. Toi, tu es allé là il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Parce que moi, je trouve ça exceptionnel. Oui, j'étais allé là en 2019. En fait, oui, c'est effectivement un événement assez exceptionnel. C'était un festival, comme tu as dit, de 25 000 personnes, là, mais avec énormément de staff. Là. On était à peu près 5 000 staff là-bas. Moi, mon rôle, c'était, je travaillais au service d'analyse de substances. Donc, on avait là, les personnes faisaient la file là, pendant des fois 2 heures, 3 heures pour venir faire tester. Attends, pendant 2-3 heures, le monde faisait la file? Dépendamment des périodes de la journée, ouais, ça peut aller jusque-là, la file d'attente. Hey, ça me surprend que le monde veuille tant savoir ce qu'il consomme. Ouais, c'est un peu beau entendre ça. Oui, tout à fait. Puis heureusement, au moins, c'était pas... ils pouvaient venir tester jusqu'à comme 6 substances là, à la fois. Là. OK, quand même. Ouais, que d'entendu aussi longtemps, j'espère que c'est pas juste pour une substance. Parce que aussi, c'est que avec autant de personnes, on s'entend qu'il y a beaucoup de personnes qu'il y a des choses qui échappent dans leur poche. Puis il y a beaucoup de personnes qui ramassaient aussi les substances à terre puis qui viennent faire tester ça pour savoir c'est quoi. C'est ça. Fait que c'est ça, nous, on avait c'est avec l'organisme Anchors qui fait ça à Nelson au BC, là, qui en fait, Anchors c'est beaucoup plus large, là, c'est un organisme pour les personnes sont inscrits en prévention VIH-Sida, mais là, sont dirigés beaucoup plus. C'est un organisme de réduction de méfaits at large, là, fait que prévention VIH-Sida, travail auprès des communautés plus marginalisées, là, travail du sexe, clientèle de la rue. C'est très, très large. Oui, c'est vraiment large, nice. là, puis ils font de l'analyse de substances là-bas. Fait que c'est eux qui chapeautaient le service d'analyse de substances. Et dans le fond, on était une grande équipe, là, genre 20-30 personnes là, juste pour ce service-là. Oh, wow. Puis c'est ce qu'on faisait avec les personnes arrivaient. Puis moi, j'ai fait 2 rôles. Là. J'étais Harm Reduction Specialist, spécialiste de la réduction de méfaits. Ou à la table d'info. Fait que je vais revenir à la table d'info, là, mais comme spécialiste de la réduction de méfaits, moi, ma job, c'est j'étais pairé avec une personne qui était le technicien, là, la personne qui opérait la machine qui permettait d'analyser. Ce qu'on utilisait, on appelle ça un spectromètre à infrarouge. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand on dépose une substance dessus, il y a un rayon infrarouge qui va passer au travers de la substance et qui va analyser la radiation de la substance. Donc, ça va faire un spectre, ça va irradier un certain spectre. Là. Quand on regarde une wave audio, là, ça fait un peu la même genre de ligne sur un programme, là, sur un axe des X puis des Y, on voit comme la ligne qui se dessine. Puis le programme, c'est un peu comme l'empreinte digitale, finalement, de la drogue, ça, cette ligne-là. Fait que le programme va comparer cette empreinte digitale-là avec ce qu'elle a dans sa banque de données pour voir est-ce qu'elle est capable de trouver des drogues qui correspondent, qui fitent bien, un peu comme les mêmes empreintes digitales. Puis on est capable de trouver aussi même des mélanges des substances de coupe. Faut qu'il y ait des limites du test. Là. Je ne vais pas trop aller dans le technique, là, mais il y a des limites au test qui sont super importantes à considérer. Ça ne détecte pas tout. Il faut avoir ce qu'il
faut dans les banques de données. Il faut connaître les limites des tests. Puis quand on utilisait ces tests-là, on utilisait les bandelettes de fentanyl ou de benzo si on avait si des personnes nous amenaient du Xanax, on faisait une bandelette de benzo aussi pour savoir, C'est mettons. quoi Là. exactement une bandelette de benzo? Dans le fond, bandelettes de fentanyl, bandelettes de benzo, c'est le même principe. C'est des bandelettes qui vont qui vont marquer un peu comme un test de grossesse, là, Ok. qui vont dire si oui ou non il y a une des substances dans la liste que la bandelette teste. Puis tu peux-tu avoir le pourcentage aussi? Non, c'est Non, ça. ok. C'est un oui, il y en a ou non, il n'y en a pas. Tu n'as pas la quantité et tu es limité aussi au nombre de substances que la bandelette teste. Ok. Parce que la bandelette, même pour le fentanyl, il y en existe comme quelque chose comme plus de 120 sortes là, sur le marché. Il y en apparaît Ah ouais, encore. je savais tellement pas ça. Ok. Puis il y a 14 sortes qui sont testées par les bandelettes. Ok, Fait que- il manque quand même une bonne gang. Là. Ouais. Mais tout ça étant justement, le rôle de la technicienne, c'était d'opérer le programme. Moi, ma job, c'était, je dirais, là, je le présente de façon clivée, mais dans le cours des choses, c'était beaucoup plus organique. Là. On parlait tout le monde ensemble. Là. Mais mettons, nos majeurs, c'est le technicien opérait le programme, puis moi, j'accueille la personne, je prépare la machine, je lave la machine, je lui demande de déposer sa drogue dessus. Mais pendant tout ce temps-là, moi, je jase avec. Je suis comme, hey, c'est la première fois à Shambhala, tu connais-tu les services accessibles alentour? Est-ce que tu as déjà consommé cette substance-là? Tu sais-tu à quoi t'attendre comme effet? C'est quoi que tu aimerais vivre comme expérience dans le festival? Il y a une belle forme d'intervention. Là. C'est ça. Je prends le temps de discuter avec la personne pour qu'elle puisse rendre utile le résultat qu'elle va avoir. Parce que l'analyse de substance, ça te donne un résultat, mais s'il n'y a pas le lien avec un intervenant, s'il n'y a pas le lien avec une autre personne qui est capable de t'aider à rendre concret et utile le résultat que tu as devant toi, il ne sert pas grand-chose. Là. Comme je disais, s'il y a personne qui te dit OK, tu es négatif à 14 sortes de fentanyl, mais il en existe 110 autres, tu vas penser qu'il n'y a pas de fentanyl. Effectivement. Mais fait que, c'était ça ma job. Puis sinon, à la table d'info, c'était vraiment j'avais du matériel d'information et des pailles, par exemple, là, pour donner pour les gens qui consomment par voie nasale. Parle-nous de ça un peu, les sniff kits, c'est quoi? Je vais. Faut qu'on t'écoute. Je vais y venir, là, mais dans le fond, ma job, là, c'était de donner de l'information aux personnes. Là, puis, mais oui, les sniff kits, c'était. En fait, les sniff kits, c'est une trousse de consommation par voie nasale qui peut être montée de différentes façons. Là. Les organismes vont les monter de différentes façons, un peu à leur manière. Là. La première fois que j'ai vu ça, c'était au Grippe Montréal. On mettait un pamphlet de prévention qui expliquait là, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas partager ton matériel quand tu consommes par voie nasale, pourquoi il faut que tu prennes du matériel qui est le plus stérile possible, donc pas des billets d'argent, parce qu'il y a des risques de transmission du TSS, notamment l'hépatite C, là, qui est un peu le pire, là, mais avant ça, je veux dire, si tu peux faire toutes sortes d'infections mineures, mais vraiment désagréables au nez parce que tu prends du matériel souillé. Là, on parle du cas d'extrême, là, puis c'est sûr qu'il y a personne qui veut pogner l'hépatite C, mais même avant ça, je veux dire, c'est mettre des choses pas propres dans le nez, je veux dire, avec des substances qui sont corrosives des fois, qui peuvent l'être, en tout cas, là, je dis pas que ce sont tout le temps, là, c'est pas la meilleure idée, fait que on donnait un pamphlet, des pailles, deux bouts de paille, parce que les gens consomment souvent pas tout seuls, fait que on veut pas qu'ils changent leur matériel, des ampoules d'eau saline, donc les gens peuvent faire un spray dans leur nez pour nettoyer leur narine. Ça permet de prévenir l'érosion nasale, l'érosion des muqueuses nasales, fait que de réduire les saignements, fait qu'ultimement de réduire les risques de transmettre aussi à une autre personne une infection ou d'en attraper une aussi. Il y avait aussi des condoms parce qu'on sait que usage de substances, même si bon, il y a des enjeux de consentement inhérents, tout ça, on sait très bien qu'il y a des personnes qui vont consommer des substances psychoactives, avoir des rapports sexuels et que ça ne veut pas dire qu'ils sont non consentants. Non, c'est juste... ça ne veut pas dire qu'ils sont tous consentants et ni que ça veut dire qu'ils sont non consentants par définition. Mais comme je dis, il y a des enjeux à ça. Mais c'est ça. Étant une réalité, on met des condoms, puis à la rigueur, ça ouvre la discussion sur le consentement. Fait que c'est vraiment un prétexte aussi parce que la trousse de consommation par voie nasale, le sniff kit, on le met dans un panier, mais il faut être proche et à côté. Puis là, les gens, ils nous posent toutes sortes de questions sur c'est quoi ça, c'est quoi que tu as mis dedans. Puis là, on peut leur expliquer, puis on peut stimuler la discussion avec eux. Puis c'est vraiment à ça que ça sert, les outils, finalement. Là. C'est à stimuler une discussion entre nous et les personnes. Okay. Il y avait même une époque où on mettait on avait des gélules de vitamine
qui aide à la cicatrisation. Ah, OK. Fait qu'on mettait on expliquait à la personne de percer la gélule puis de se mettre ça dans le nez pour aider à cicatriser si elle avait des plaies. On mettait aussi du lubrifiant aussi pour les condoms, là, pour réduire les risques de bris de condom. OK, ça doit avoir ça dans tous les festivals puis quasiment toutes les salles de spectacle qui essayaient des soirées avec toi. Ça serait plutôt pratique, là? Dans ceux où ce qu'on observe une consommation de substances par voie nasale, fait que ça voudrait dire oui at large, mais ça demande une certaine acceptation des promoteurs. Là. Ça demande une acceptation des milieux de dire qu'il y a de l'usage de substances. C'est justement ça, là, confirmer que oui, ici, ça consomme. C'est un peu comme se sortir la tête dans le sang, mais en même temps, je comprends tellement la réalité des milieux qui vivent la pression parce qu'ils ont de la difficulté à se dire OK, oui, on fait le choix c'est sortir du placard comme milieu, là. Oui. C'est pratiquement une sortie du placard de dire OK, oui, puis ça va venir avec peut-être plus de surveillance, mais au moins on se responsabilise puis on essaie de s'arranger pour que les personnes qui viennent, qui vont consommer quand même si on met de la surveillance en place, s'isolent pas puis se mettent pas à risque encore plus. T'sais. C'est surtout ça aussi, c'est de trouver le sens là-dedans. Là, les gens vont venir, si tu es full répressif, puis je l'ai vu dans des milieux festifs, là, des milieux super répressifs, là, les gens s'isolent juste plus encore, puis ils vont en dehors des gates où il n'y a plus de surveillance, puis là, ils tombent là à pas filer, puis c'est là qu'il n'y a pas de surveillance. Fait qu'ils sont juste plus à risque. Des jambes cassées, des bras cassés dans des rivières, là. Qui sont c'est pas sur ça, le site. Parce que tu es allé là parce que tu voulais consommer de façon cachée, tu sais. Ouais. Il y a de quoi que tu as dit qui m'a fait flasher. J'ai oublié mon dé, c'est pas grave. On va prendre une petite pause. OK. Bon, ensuite, là, je voulais savoir, dans les dernières années, en réduction des méfaits, c'est quoi les évolutions que tu as vues, les améliorations que tu as pu percevoir? Au niveau des améliorations, je pense qu'il y a vraiment une évolution, une plus grande ouverture d'esprit, je pense, de plus en plus. Là, on commence à... Le chemin de briser des stéréotypes se fait petit peu par petit peu, mais j'ai vu puis, toute la question de la stigmatisation des personnes qui font l'usage, ce qu'on parlait plutôt de briser le stéréotype que la personne qui consomme une ligne de cocaïne va automatiquement comme se ramasser dans une ruelle à s'injecter. Ça, je pense qu'on a fait du chemin par rapport à ça. Ouais. Je pense que la majorité de la population est conscient qu'il y a une nuance beaucoup plus grande dans le parcours des personnes qui utilisent des substances, que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui développe une consommation problématique. Il y a des belles initiatives qui sont mises en place dans les dernières années. Là. On parle de juste l'ouverture des sites de consommation supervisée au Québec, des projets d'analyse de substances qui sont en partie mis en place. Je veux dire, il y a des projets d'analyse de substances au Québec via Bandelette. On s'en va on est capable de se projeter d'ici la fin de l'année. Là, il va y avoir des initiatives beaucoup plus poussées en termes d'analyse de substances. Il y a un momentum aussi au niveau du par-épo, de l'appropriation, de la réappropriation du mouvement là, de réduction des méfaits et de l'intervention en matière de dépendance qui se fait par les personnes directement concernées, qui sont les personnes qui ont vécu ou qui vivent avec soit une dépendance ou avec l'usage de substances en général, parce que je tiens à re-souligner que ce n'est pas une personne qui utilise des substances n'est pas par définition dépendante là, et loin de là. On consomme tous des substances psychoactives à tous les jours sans nécessairement avoir de problème avec ça. Fait que je pense que ça, c'est comme vraiment des belles améliorations qui ont eu lieu. C'est sûr que j'en passe, là, il y en a beaucoup, là, des améliorations. Mais là, tu as dit changement. Moi, je vois encore des enjeux. Un des enjeux, c'est qu'il y a une certaine forme de guerre à la drogue qui continue quand même. On continue dans plusieurs milieux à promouvoir la répression puis la coercition des personnes qui utilisent des substances psychoactives. Puis ça engendre toutes sortes d'évolutions. Le marché des substances psychoactives est l'un des marchés qui évolue plus rapidement dans le monde. Puis face à la répression, il se réadapte vraiment vite. Puis ce qu'on voit, on voit des nouvelles substances de synthèse sortir sur le marché à chaque année
pour des substances qui sont pas connues des autorités, mais fait que c'est comme un peu la ligne grise, qui sont légales, illégales, on ne sait pas, mais ça a toutes sortes de risques ça amène toutes sortes de risques et de conséquences négatives sur les personnes qui vont utiliser ces substances-là. Le fentanyl est un exemple, mais là, il n'y a plus juste le fentanyl, il y a l'isotoniazène qui est comme plus puissant que le fentanyl et qu'on ne peut pas tester. Fait que, on le voit vraiment bien apparaître, là, en particulier depuis le début de la COVID. On le voit vraiment bien apparaître, ce phénomène-là. Le marché s'adapte vraiment vite à la réalité. Parce que comme tantôt, tu parlais justement du testing de drogue, comme tu dis, on a une certaine banque. Mais là, Oui. c'est tout le temps des nouvelles drogues justement Ben, qui apparaissent parce que la banque, qu'elle soit complète, c'est quasiment impossible. Tout à fait. Exactement. On l'aura jamais. Je veux dire, même le jour où on va décider, si un jour ça arrive, si un jour on a accès à des substances légales, il va y avoir quand même une banque de substances légales puis une banque de substances illégales. Puis dans la banque de substances légales, il va toujours y avoir des nouvelles substances qui vont se développer parce que c'est la curiosité humaine. Tu veux connaître les molécules qui vont faire les effets similaires à d'autres puis qui vont peut-être avoir moins de risques. Puis tu sais, à quelque part, il y a probablement dans le monde, puis je suis pas mal sûr de ma shot en disant ça, là, dans le monde des scientifiques qui se penchent sur la drogue la plus parfaite à faire, là, celle qui amènera pas mais il n'y en aura pas de drogue parfaite parce que le jour où on va trouver la drogue parfaite, le problème, ça va être peut-être que le monde va trop en vouloir. Fait que, je sais pas, tu sais, je dis ça de même, là, mais fait que ça, c'est un des enjeux. Il demeure un enjeu de stigmatisation encore trop, d'inégalité, de discrimination systémique. Tu sais. Les personnes qui utilisent des substances, qui vivent avec une dépendance, en particulier les personnes qui vivent avec une dépendance, qui ont un trouble lié à l'usage de substances, ben, vont être stigmatisées dans le réseau puis ils ne vont pas avoir accès à la même justice que les personnes qui n'ont... je vais donner un exemple vraiment concret. Là. Pour un même crime, là, une personne qui vit avec une dépendance, par exemple, si une personne arrive pour aller en contestation de cours parce qu'elle veut défendre le fait que son ticket n'était pas justifié, elle veut aller se défendre contre la police là, qui lui a donné son ticket. Elle veut plaider non coupable puis mettre en place sa défense, ben elle va avoir à rester plus longtemps en dedans parce que les procédures font qu'il va falloir qu'elle passe devant le juge plus tard. Mais juste ça, si avec une dépendance, elle tombe en sevrage, elle n'a pas accès à sa substance, etc. Fait qu'elle va être plus prompt à ne pas aller se défendre contre la police, juste pouvoir sortir puis avoir des charges criminelles contre elle, mais pouvoir sortir pour aller consommer. C'est un gros problème, ça, là. Ben, c'est une inégalité en termes de justice. On parle c'est une forme de discrimination systémique. Oui. Là. Puis là, je veux qu'on m'entende bien, je suis pas en train de dire qu'on devrait fournir de la drogue au monde en prison. Là. Mais il y a des enjeux comme ça, puis c'est parce qu'on ne reconnaît pas la souffrance qu'il y a en dessous de ces comportements-là. On ne reconnaît pas la souffrance en dessous des enjeux liés à l'usage de substances, puis on garde un sens moral de dire on devrait pas consommer ces substances-là alors qu'ils sont consommés de toute façon, puis c'est pas automatiquement un problème. Puis un des derniers enjeux, c'est aussi, autant il y a une place, il y a un momentum pour le pari-pour, pour la place des personnes qui ont un savoir expérientiel, il y a une réappropriation, autant il y a, on le voit bien, là, qui demeure des enjeux d'instrumentalisation des personnes qui ont un savoir expérientiel. T'sais. C'est pas égal dans tous les milieux qui sont inclus, qui se sentent vraiment partie prenante. Il y a des milieux qui vont accueillir une personne qui vient de la rue pour pouvoir dire que, bon, ils considèrent, mais que cette personne est comme pas mal laissée à elle-même, peu outillée, puis que finalement va vivre de la stigmatisation puis des préjugés au sein même de ce milieu de travail-là, ce qui est triste. Fait que, il y a eu beaucoup d'améliorations et de meilleurs des enjeux, mais je pense qu'on va toujours en rester. On œuvre dans un domaine où on est très critique par rapport aux défis, puis c'est ça qui fait que comme ça évolue, on est très critique par rapport aux enjeux, puis fait qu'il va toujours en rester des améliorations à voir. Fait que, je pense c'est d'apprécier que c'est les petits chemins qui ont été faits
tout en reconnaissant le parcours qui reste à faire. C'est pas mal ça, je pense. Okay. Puis, moi, mettons, là, je veux faire tester de la drogue. Au Québec, c'est-tu possible? C'est-tu légal? Y a-t-il un endroit que je peux aller? Tu peux certainement obtenir des bandelettes pour détecter toi-même le fentanyl dans les 14 sortes de fentanyl que la bandelette teste dans ta drogue auprès de plusieurs organismes. Pas mal tous les organismes qui font les CAMI, là, les centres d'action matérielle d'injection. Fait que ici à Sherbrooke, ça serait Iris Estrie, Partage Saint-François, j'imagine qu'ils ont ça aussi. Les travailleurs de rue, eux, ils peuvent fournir des bandelettes. Il va avoir... Là, je sais qu'il y a des organismes au Québec qui ont déjà reçu leur machine pour faire leur FTIR, leur spectromètre à infrarouge, pour pouvoir faire des analyses un peu plus poussées. Puis, tu sais, détecter... puis aussi d'autres organismes qui peuvent tester d'autres substances. Là. Il y a le Centre d'amitié qui fait ça aussi avec des bandelettes à 10... Ils peuvent détecter jusqu'à 10 substances. Okay. Mais les machines, c'est pas... les organismes ont eu leur exemption, mais c'est encore en cours de développement. Là. On ne devrait pas voir ça avant juin, mais peut-être que comme au courant de l'été, on va réellement avoir des initiatives plus poussées en termes d'analyse. C'est une bonne affaire. Fait que pour rapper, dans le fond, par rapport à ta question, c'est oui, les technologies demeurent encore limitées, mais dans un avenir très proche, on va avoir des technologies pointes qui vont permettre d'avoir beaucoup plus facilement accès à des résultats plus précis, mais ça demeure limité en termes de région. C'est l'Estrie, l'Outaouais, les Laurentides puis Montréal. Là. Je te dirais que c'est pas mal ça. Ouais. Fait que tout ce qui est en région éloignée, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie-Centre du Québec, ça demeure que les bandelettes là, pour l'instant. À ce que je connais, peut-être que je me trompe, mais en espérant que ça se développe vite, là, parce qu'on est vraiment face à une crise en termes de surdose. Oui. Ouais. Surtout avec le COVID. Là. Mais, tout à fait. Justement, en parlant du COVID, ça a-tu un impact, ta job? J'imagine que oui. Majeur. En fait, je pense que c'est majeur dans toutes les sphères de notre société, en fait. Mais oui, et à plusieurs plans, en fait. D'abord, juste en termes mettons, le plus grand impact, c'est au niveau de la qualité des substances sur la rue. Parce que... Et en fait, non. Le plus grand impact, c'est sur les surdoses, parce qu'on était déjà dans une crise des surdoses reliée à une surprescription sur 2 décennies et plus d'opioïdes, reliée à des bris de service, à de la stigmatisation, à toutes sortes d'enjeux qui étaient déjà là avant la COVID. Mais la COVID, qu'est-ce que ça a amené au niveau de cette crise des surdoses-là? C'est une chute drastique de la qualité des substances sur la rue, des drogues, parce que les frontières sont fermées. Puis pour les drogues plus communes, je mets des gros guillemets là, en fait, là, il y a plusieurs drogues qui nécessitent d'avoir accès à des fournisseurs étrangers, là, notamment la cocaïne puis l'héroïne. Ça vient de cultures qui se font pas du tout au Canada ou presque pas, tu sais. Fait qu'on cultive pas le coca au Canada, là. Fait que les frontières étant fermées, ça fait que ces substances-là rentrent plus sur le territoire. Fait que les marchés, comme je disais, c'est dans les marchés qui se réadaptent le plus vite face à la crise. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que le marché s'est réadapté en se tournant vers des produits qui pouvaient produire en même le territoire ou se procurer d'autres sources qui pouvaient rentrer plus facilement, ou etc. On ne sait pas trop, ça c'est difficile parce que c'est du marché illégal, qui n'est pas contrôlé. Mais c'est ce qu'on a vu, c'est beaucoup plus de fentanyl, beaucoup plus de l'isotonitazène qui avait juste qui est apparu un peu de nulle part, en fait. Là, cette substance-là, c'est une substance qui a été utilisée en Russie, mais qui après ça, c'est un peu aléatoire que ça apparaisse de façon si importante. Puis beaucoup de méthamphétamine à la place de cocaïne, fait que les gens faisaient des psychoses toxiques, ont fait des psychoses toxiques. Les gros consommateurs de cocaïne ont fait des psychoses toxiques parce qu'ils consommaient de la méthamphétamine qui a beaucoup plus d'autres conséquences. Ouais, c'est ça, là. Fait que ça, c'est juste auprès de la clientèle la plus vulnérable, là, parce que
mais c'est ça, une chute drastique de la qualité des substances aussi. Augmentation des mélanges, là, ça, on le voyait poindre à l'horizon, mais il y a vraiment eu une accentuation des mélanges de benzo et d'opioïdes. Ça, c'est vraiment des cocktails super dangereux parce que il y a ces deux dépresseurs ensemble, fait que ça peut vraiment amener un haut risque de décès à cause que les fonctions vitales diminuent. Fait que, baisse de la qualité des substances, ça c'est un des impacts majeurs sur la rue, mais aussi augmentation de la détresse de tous et chacun. Là, parce qu'on a comme tous vécu des périodes de pas pire détresse dans la dernière année. Fait que quand tu mets ça mélangé avec l'usage de substances, ben, c'est des troubles concomitants. Les personnes qui étaient déjà isolées parce qu'ils vivent avec des conditions de vie pas nécessairement faciles, ben, ils sont encore plus isolés, se tournent peut-être plus vers l'usage de substances, avec des substances de bonne qualité. Fait que tout ça, tous les enjeux intersectionnels qu'il y a derrière ça. Quand je dis intersectionnel, c'est à la croisée de plusieurs enjeux, là. Puis, au niveau d'impact, moi, ça, c'est les impacts pour la société, puis en fait, les populations pour lesquelles, les communautés pour lesquelles je travaille. Mais sur mon travail, ça a eu un impact majeur. On ne pouvait plus, pendant plusieurs mois, on n'a pu donner nos formations. Dans un contexte de crise des surdoses, qu'on veut que l'information circule le plus possible, puis encore plus quand il y a plus de facteurs de risque comme ça. Aussi, nous autres, notre équipe, je veux dire, on travaille avec, comme j'expliquais, on travaille avec notre équipe, on était à l'arrêt, puis il a fallu comme se réajuster dans nos procédures. Puis, dans notre équipe, il y avait des personnes qui étaient des formateurs qui étaient disponibles pour donner du temps, mais qui, là, ils se retrouvaient comme un peu sans emploi. Fait qu'on a dit, OK, on veut les mettre à profit. Puis, on veut qu'ils puissent s'impliquer puis se sentent utiles quand même dans le programme malgré cette crise-là. Fait que, mais il y a plusieurs de mes collègues qui n'avaient pas touché d'ordinateur depuis un méchant bout, qui n'avaient pas beaucoup de connaissances en informatique. Fait que là, tout le virage en ligne, ça a amené, il a fallu se réajuster là, leur fournir du matériel informatique, les aider à se l'approprier. Les former un peu, c'est ça? Les former exactement, mais à distance. Fait que, tu sais, j'ai passé, là, ça c'est une drôle d'anecdote, mais tu sais, il y a des collègues avec qui j'étais au téléphone, puis là, j'essayais d'expliquer au téléphone comment aller se plugger sur Internet. Malheureusement, moi j'ai un Mac, puis eux, il y avait un PC. Fait qu'il fallait que je me rappelle, puis moi, ça fait longtemps que j'utilisais Mac, fait qu'il fallait que je me rappelle comment est-ce que tu te logs sur Internet avec un PC. Fait qu'il fallait que je leur explique ça de façon verbale au téléphone. T'sais. Juste ce genre d'enjeu-là, le fait qu'on ne peut pas se voir en direct. Mais déjà de base, parler de comment ça marche l'ordinateur à quelqu'un au téléphone, c'est extrêmement compliqué. Mais une fois que tu as accès à Internet, au moins, comme tu peux faire du partage d'écran, là, tu as accès à toutes sortes d'autres ressources. Mais tu sais, c'est la première des étapes, c'est te loguer à Internet. Puis à quel point, on se rend compte à quel point ça s'est rendu un service essentiel. Là. Ouais. Tu sais, une chance qu'on avait Internet parce que sinon, en temps de pandémie, qu'on finit tout le monde chez vous, je veux dire, on n'a même pas y pensé. C'est ça. Fait que ça, c'est au niveau d'organisation de travail. Fait que, tu sais, ça a amené beaucoup de défis. Puis dans la reprise aussi, il a fallu se doter d'un plan de mesures sanitaires vraiment solide pour pouvoir reprendre les formations en présence parce que nous, c'est pas des formations qu'on peut faire en ligne. Là. On peut pas faire de la prévention des surdoses comme on fait sur Internet. En virtuel, il y a trop d'enjeux. Notre programme n'est pas conçu pour ça, puis on ne réussirait pas à rejoindre les personnes qu'on veut rejoindre puis à atteindre les objectifs qu'on s'était donnés. Fait que nous autres, on a vraiment milité pour être capable de le donner en présence, mais il a fallu militer fort, avoir un plan de mesures sanitaires, faire une demande de dérogation. Ça a été beaucoup de travail. On était complètement sécurisés juste en janvier, là. Par rapport à ça. Là, okay. Parce que là, on a eu une indication officielle du gouvernement qui nous disait vous pouvez continuer vos activités en présence avec les mesures que vous avez mises en place. OK. Puis, on parle souvent que les organismes manquent d'argent. On parle souvent de ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est quoi que tu trouves le plus frustrant là-dedans? Le plus frustrant, c'est l'instabilité. En fait, c'est que, en fait,
le monde du communautaire, dans son authenticité, là, dans son ADN, c'est qu'il est supposé être autonome. En tout cas, pour une bonne partie. Là. Il est supposé être autonome il se donne une mission, puis on est supposé donner du financement pour que le communautaire puisse exécuter cette mission-là. Puis là, je tiens à mentionner aussi que ça, c'est mon opinion à moi. Là. Oui. Tu parles au jeu. Oui, c'est ça, exactement. Puis, je parle pas juste au nom de l'expérience que j'ai acquis à l'ADQ, mais aussi à ce que j'ai vu dans d'autres organismes communautaires. Puis, le fait d'obtenir du financement par projet, ça fait en sorte qu'il y a une compétition qui s'installe en plusieurs milieux, puis tu n'es jamais sûr de le projet que tu vas mettre en place. Est-ce que ça va aboutir, est-ce que ça va finir en queue de poisson parce que tu vas arriver au bout de ton projet puis tu ne seras pas financé pour la suite. Fait qu'il faut toujours que tu prévois un coup d'avance, puis ça fait en sorte que c'est ça, les projets, il n'y a pas de stabilité, puis ça a un impact direct sur les communautés qu'on rejoint parce qu'on installe des services, puis des services auxquels ils développent un lien d'appartenance, puis on commence à développer avec eux. C'est une confiance, puis on répond à un besoin, puis du jour au lendemain, il y a un bris de service, puis ils se retrouvent démunis face à ça. Fait que puis cette instabilité-là qui est aussi en fonction d'enjeux électoraux, politiques, qui va varier trop dans le temps, quand c'est assez bien documenté les besoins qu'il y a dans la société, puis les organismes communautaires sont vraiment capables de militer puis de mettre en valeur pourquoi est-ce que ce serait important qu'on donne du financement pour qu'ils puissent exécuter stable, pour qu'ils puissent exécuter défendre leur mission, puis aussi, ça fait en sorte que l'instabilité du financement au communautaire fait en sorte qu'on perd des personnes, on perd les bons joueurs. Là, on forme des gens dans les milieux communautaires qui deviennent des professionnels qui ont des expertises puis des connaissances super ciblées dans des enjeux locaux. Mm-hmm. C'est ça aussi, c'est le communautaire, c'est très local. C'est au sein de microcosmes, puis ça a énormément de valeur, en particulier avec l'usage de substances, parce que les petites communautés, c'est quand on regarde dans des petites communautés que tu comprends le mieux les réalités d'usage de substances. C'est pas la même chose de voir la réalité, juste, mettons, milieu festif, là, c'est vraiment pas la même chose si tu vas d'un milieu plus EDM que d'un milieu plus tech underground, que d'un milieu dubstep. C'est d'autres cultures, en fait. C'est d'autres cultures, d'autres usages de substances. Fait qu'il faut que ça regarde à micro. Fait que quand tu formes au communautaire des personnes, puis ça, c'est juste à l'échelle des milieux festifs, mais quand tu vas plus à l'échelle de l'intervention communautaire, ben quand tu formes des personnes qui développent des liens d'appartenance, le fait qu'ils quittent pour aller vers des meilleures conditions, vers des conditions plus stables dans le réseau, des meilleurs salaires, des emplois à plus long terme, bien, ça fait que ça crée une constante instabilité, les liens de confiance avec les personnes se brisent, les personnes rejoignent par les services. Puis ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas nommé, mais le COVID a été atroce là, au niveau de ça crée des bris de service là, parce que les organismes ont dû pour protéger leur personnel fermé. Ben oui. Mais ça fait que les personnes se sont désaffiliées de leurs services aussi, de leurs organismes communautaires, se sont trouvés isolés. Fait que puis là, j'ai perdu mon idée. Mais ce que je disais, ça, le fait que comme les personnes qui se spécialisent au niveau du communautaire quittent vers d'autres emplois au niveau public pour avoir des meilleures conditions et être capable de subvenir à leurs besoins, bien, ça fait que le communautaire est constamment instable, constamment déstabilisé. Déstabilisé. Fait que je pense que ça, c'est un des enjeux majeurs là, du manque de financement. C'est que ça crée de l'instabilité qui entretient des problématiques chez des clientèles vulnérables qui auraient besoin de personnes qui sont spécialisées dans cette communauté-là. Bien, en lien avec le manque d'argent, tu sais, quand on pense, mettons, aux charges de travail, aux membres de personnel, aux ressources sur le terrain, c'est quoi ton avis là-dessus? Trouves-tu qu'il y en a assez? Il n'y en a pas assez? Je pense que ça fait une belle suite à ce que je disais. Je pense qu'il y en a assez. Le problème, c'est qu'on ne réussit pas à maintenir les personnes dans les milieux communautaires. En fait, je pense qu'il y en a assez. C'est pas tout à fait vrai parce que les besoins sont limités. Là. On pourrait toujours investir plus d'argent dans le milieu communautaire. Il va toujours avoir des besoins.
on en fera. Puis je pense qu'il va toujours avoir de la place à solidifier ce tissu-là. Puis pour moi, ça a une extrême valeur. Là. Je suis pas en train de dire qu'on pourrait toujours en faire plus dans le sens que, à un moment donné, ça va en prendre une limite. Non, je pense que non, faut en mettre de l'argent plus. Oui. Ouais, mais juste, tu sais, je trouve que l'ouverture un peu de la société amène ça aussi. Oui, énormément. On peut aller plus loin. Oui, puis ça. Puis j'ai le goût de dire, c'est que ça amène l'ouverture de la société. Ça, c'est une roue qui tourne. Là. Ça amène l'ouverture de la société. Fait que ça crée un tissu communautaire plus fort, plus solide pour accompagner les personnes les plus vulnérables, les personnes en difficulté. Puis le monde sont pas fous, ils le voient, puis ils veulent investir plus dans leur communauté. Fait que c'est comme ça qu'on peut renverser un peu la roue de l'individualisme, là, je pense. Mais pour ça, il faut solidifier le tissu communautaire. Puis c'est ça, c'est que les ressources, ils sont là. Il va toujours avoir des besoins pour mettre plus d'argent, là, mais les ressources sont là. Le problème qu'on a, c'est de les garder. Puis à cause que c'est trop instable. OK. Puis en tant qu'intervenant, là, c'est quoi les impacts sociaux majeurs que tu remarques avec les gens avec qui tu travailles? On peut partir du micro au macro. Les impacts pour la personne, la réduction des méfaits amène que la personne est capable de réduire les risques pour elle-même. Là. Fait que de faire des choix en matière de c'est quoi l'usage de substances qui va me mettre plus à risque moi, selon c'est quoi ma situation en termes de santé physique, de santé mentale, de mon contexte de vie. Fait que, il va y avoir toutes sortes d'impacts sur la personne elle-même par rapport à ses choix qu'elle va faire pour elle, mais les choix qu'elle va faire pour elle vont avoir un impact aussi sur son entourage, puis aussi le fait d'éduquer l'entourage sur comment mieux accompagner, ça a un impact sur la personne elle-même. Fait que c'est une dynamique. Puis après ça, c'est ça, il y a l'entourage immédiat de la personne, mais il y a nos communautés. Après ça, des communautés mieux informées, c'est des communautés qui sont capables de se prendre en charge, puis de se défendre, puis puis même pas juste se défendre, parce que c'est pas juste une question de lutte, puis de défi, c'est une question d'émancipation, de s'émanciper, puis même émancipation, c'est d'actualisation, actualisation. En tout cas, d'être la meilleure version d'elle-même, finalement. On voit que l'impact est majeur. Comme communauté, comme individu, puis comme société aussi, parce que plus on grossit, plus dans la façon, dans la perspective de voir les choses, si on a des bonnes politiques en matière de substances, qui sont ni stigmatisantes pour les personnes qui font l'usage, ni qui ne commercialisent pas, ne font pas la promotion de l'usage, on va arriver à des sociétés équilibrées où les personnes ne sont pas jugées d'avance et ne vivent pas d'inégalité sur la base d'un usage récréatif de substances quelconques ou autres. Là. Sur ta vie à toi, ça a quel impact? Es-tu capable de faire la différence entre la vie professionnelle et personnelle? Puis ça a-tu un impact sur ta vie personnelle? Ça en a certainement un. D'abord, je pense que c'est d'avant tout, je suis là-dedans parce que je vis un grand sentiment je suis fier de ce que je fais, puis j'ai l'impression de me développer à travers de tout ça. Puis j'en apprends chaque jour, puis pour moi c'est stimulant, puis fait que ça m'amène vraiment à me développer, à me questionner, à approfondir les concepts, puis à devenir une meilleure personne. Fait que c'est le fait de travailler dans le milieu-là qui me permet de croître chaque jour avec qui je suis. Mais c'est clair qu'il y a des fois, on travaille, c'est un milieu de travail où on est face aux défis, face à des enjeux. Te surpasser. C'est ça, face à se surpasser. Puis aussi, on n'est pas tout le temps dans le beau. Là, on est souvent face à des situations qui sont injustes, face à la misère, face à des enjeux que les personnes vivent directement pour eux. Fait que c'est confrontant. Fait que ça peut drainer émotivement. Tu fais pas ça pour la paye, là, tu fais ça pour la passion. Là. Exact. Ouais. Puis, fait que, il faut apprendre à trouver une limite entre à quel point,
En fait, en trouvant notre équilibre personnel, c'est là qu'on est le plus... c'est là qu'on est le meilleur pour notre milieu de travail aussi, parce que s'épuiser, c'est pas mieux, là, finalement. Puis, tu sais, je l'ai vécu récemment, là, l'épuisement, c'est quelque chose qui nous guette beaucoup dans ce milieu-là, mais... c'est quelque chose qui est on plus apprend reconnu beaucoup. aussi. C'est plus reconnu aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, reconnu? Ben, les gens qui ont peut-être pas la dépression, mais justement, genre de l'épuisement professionnel, c'est plus reconnu, c'est plus connu. Il y a plus de documentation là-dessus, c'est plus facile d'en parler, Ouais. d'avoir des ressources, justement. Ouais. C'est aussi, c'est un gros avantage. Ouais. Puis là, c'est un petit peu plus touché comme question. Je vais parler un peu de qu'est-ce que tu penses du rôle des artistes qui peuvent avoir un peu là-dedans, dans le sens, par exemple, admettons, on parle du Purple Drink ou du Lean, qui est justement mélangé soit du sirop pour la toux, ou des comprimés de codéine avec du jus ou des boissons énergisantes, tout ça, qui a été popularisé dans la fin des années 90, début 2000. Ça, c'est un exemple. Mais qu'est-ce que tu penses que... C'est quoi le rôle des artistes? Est-ce que tu penses que les artistes ont un rôle à jouer là-dedans? Certainement qu'ils ont un rôle. Moi, je pense, je trouve qu'il y a un enjeu quand ce sont des artistes qui deviennent des modèles pour des jeunes, en particulier les jeunes, parce que les jeunes sont en recherche identitaire, pas parce qu'ils sont vulnérables et incapables de jugement. Ils là. cherchent. C'est ça. Puis ils sont capables de discernement si on donne l'information, la bonne information. Ils sont vraiment capables de comprendre. Là. Puis il ne faut pas prendre les jeunes pour des cons. Là. Ils sont vraiment capables. Mais ils sont en recherche identitaire, puis ils vont se coller à des modèles qu'ils voient sur la place publique. Puis, fait que les artistes ont, à mon humble avis, un rôle d'importance dans dans la commercialisation. En fait, pas dans la commercialisation, mais dans la promotion de l'usage. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Puis quand ils font quand ils mettent une image cool au fait d'utiliser des substances psychoactives, ça a un impact sur les jeunes parce qu'ils sont en recherche identitaire puis ils veulent se coller à ça. Puis c'est des messages sans nuance aussi qui ne pas. Fait qu'il faut que ça soit. Je veux dire, je suis pas en train de. Je veux pas aller dans la censure parce que je pense pas que la censure apporte rien de bon. Je pense que il faut aller dans l'éducation. Il faut que l'artiste qui se positionne, qui va prendre la parole par rapport à l'usage de substances psychoactives, qui va parler de différentes substances, doit être en mesure de baliser un peu ce message-là. Peut-être pas nécessairement directement dans son art, mais peut-être ailleurs, tu sais. En tout cas, j'ai pas de solution parfaite, mais ce que j'observe, c'est qu'ils ont un impact majeur parce qu'on le voit chez les jeunes. Les jeunes suivent les tendances de leur modèle. Ben oui. Fait que si leur artiste préféré fume du cannabis, mais ça a un impact sur l'usage de cannabis. Si leur artiste préféré consomme du drink, du lean, il y a des jeunes qui vont consommer ça. Ben, moi, quand j'étais ado, je tripais sur le punk. Fait que je m'habillais en punk, mais j'allais au collège privé. Tu vois, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, c'est l'identité, tu te recherches. Moi tout aussi, ça. by the way. Ah ouais, ben Ouais. on se reconnaît là-dedans. Puis, ben, c'est ça. Avec tout ça, c'est quoi les améliorations, les changements que tu vois dans le futur ou que tu aimerais voir dans les prochaines années, admettons? Les améliorations, définitivement, là, une lutte, qu'on réussisse pas endiguer, parce que je pense qu'on ne peut pas l'endiguer, mais à diminuer de façon significative, très significative, tous les enjeux de discrimination systémique et de stigmatisation, de profilage au sein de nos institutions, au sein de nos services. J'aimerais ça voir aussi plus de stabilité au niveau du financement du communautaire au bénéfice des communautés rejointes par les milieux communautaires. Puis, ben, là, je rêve peut-être en couleur, mais tu sais, d'avoir que les personnes qui décident de consommer des substances psychoactives aient accès à des substances contrôlées eu égard du type de substance. Et là, je suis pas en train de dire
que ce que je veux, c'est un couche-tard ou un dépanneur, là, pour ne pas nommer de compagnie, là, mais de dépanneur à substance. Tu peux acheter un loin de MDMA puis ta cocaïne au dépanneur. T'sais. Non, on n'est pas... C'est ça. C'est une façon de rendre accès, mais en ayant des meilleures pratiques en termes de réduction de méfaits, en termes d'information. Je pense que c'est des modèles qui se peuvent. J'aurais le goût de dire minimum une décriminalisation, mais le problème avec la décriminalisation, c'est que ça enraye du tout le problème que les substances non contrôlées vont continuer à pouvoir contenir des substances toxiques. Fait que pour ça, il faut penser à un accès légal. Mais qu'est-ce que tu penses de la dépénalisation? La dépénalisation, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Comme j'ai vu, je sais pas si je me rappelle plus si c'est en Espagne ou au Portugal, mais les gens au Portugal, les gens qui rentrent, mettons, qui vont se faire arrêter pour possession, au lieu de les envoyer en prison, ils envoient dans des centres de désintoxication payés par le gouvernement. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est la décriminalisation. Ça marche très, très bien. Les niveaux de surdose et de consommation ont diminué de manière drastique, là. Oui, ça marche absolument pour réduire une panoplie de risques et de conséquences pour les personnes elles-mêmes, les populations et la société, parce que c'est tout l'argent qu'on investit dans la lutte au crime que finalement on investit ailleurs. Tu sais. Mais ceci étant dit, ça veut pas, ils peuvent quand même pogner d'étiquettes. Oui. Il y a un côté de répression qui demeure là quand même, ce qui amène encore une instabilité en termes économiques là, des personnes, parce que le fait d'avoir c'est bon, de ne pas avoir un dossier criminel, c'est pas pire parce qu'au moins, comme tu n'es pas pogné, pas de permis de conduire dans certains pays, avec tout ce qui s'en englobe, le fait d'avoir un dossier criminel, mais le fait de devoir payer des tickets et tout, ça amène quand même une certaine instabilité. Puis mais surtout, ça n'indique pas le problème de l'instabilité des produits. Non, ça c'est sûr, non, ça n'a aucun impact là-dessus. Puis c'est ça, c'est que là, on voit, tu sais, aussi, je pense que oui, c'est une avenue, mais ce n'est pas l'avenue qui va nous permettre d'avoir le meilleur contrôle, qui va nous permettre de vraiment réduire les méfaits. Puis quand on parle de par exemple, tu sais, les programmes d'accès sécuritaire, là, les programmes approvisionnement sécuritaire, là, oui, tu sais, on a accès à des produits qui sont contrôlés, mais le problème, c'est que c'est réservé vraiment à des populations, des communautés de personnes qui sont vraiment là, en situation d'hyper précarité, vulnérables. Tu sais, on parle du bout de ligne, là, des personnes qui ont constamment des rechutes, qui sont incapables de fonctionner sans l'accès aux substances. Puis ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui sont stables dans leur consommation de substances, mais qui prennent quand même des risques de surdose. Puis ça, j'ai des collègues directement touchés de ça, qui sont stables, qui viennent, tu sais, qui donnent des formations avec nous autres, qui fonctionnent chaque jour, qui sont capables de travailler, qui consomment quand même de l'héroïne légale. Puis qu'à cause qu'ils sont refusés des programmes d'accès sécuritaire, d'approvisionnement sécuritaire parce qu'ils sont considérés comme trop stables, mais ça fait en sorte que ce qu'on leur dit, c'est « t'es trop stable, fait qu'ils continuent à prendre des risques de surdose. » Ouais, il y a de l'ironie, ouais. Wow. Ouais. Cool. Bon, là, tu nous as parlé un peu de tous les projets auxquels tu as participé, puis tout. Y en a-tu un ou plusieurs qui te rendent particulièrement fier? Oui, certainement. Mais je dirais comme l'un auquel j'ai vraiment un sentiment d'appartenance, c'est le projet La Halte ici à Sherbrooke là, par l'organisme Elixir et le projet Sois Pro qui en a comme découlé. Sois Pro qui est un site web pour outiller les personnes qui sont témoins de violences sexuelles en milieu festif. On va le mettre en lien. On va le mettre en lien en dessous de la vidéo. Puis en fait, je suis fier de ce projet-là pour plusieurs raisons. Là. D'une part, parce que en fait, je suis fier d'avoir participé à ce projet-là parce que c'est comme c'est d'une part l'aboutissement de mon cheminement scolaire avant, mais aussi ça a été la prémisse de ce qui s'est suivi après. C'est vraiment l'élément déclencheur de ça, c'est comme un projet un peu charnière là, dans ma carrière, là, je dirais. À date, là, ma jeune carrière de psychoéducateur, mais c'est ça, parce que dans le fond, c'est comme tout mon cheminement au GRIP à l'Université de Montréal, après ça au GRIP, qui m'a amené à développer avec Julie Soleil Mason le projet La Halte.
Après ça, moi j'ai décidé de partir en voyage là, après la fin de mes études. Fait que j'ai comme laissé ça entre les mains d'autres personnes qui ont vraiment repris le projet avec brio. Là. Je dirais que ça, c'est un des éléments que je suis vraiment fier. C'est que oui, je suis fier de ce que j'ai fait dans le projet, mais je suis fier aussi de ce que les personnes qui, après moi, ont repris le projet, ont repris le flambeau, ont fait de ce projet-là. Puis ça, je trouve ça vraiment beau parce que j'ai maintenu des vraiment bons liens avec ces personnes-là. Je travaille encore aujourd'hui avec eux autres. Je les vois souvent. On se jase souvent. Puis le monde de l'intervention au milieu festif, c'est communautaire au point où on a l'impression d'être genre une famille. Tout le monde se connaît. Ouais, vraiment. Là, tout le monde se connaît. Puis ça, c'est comme le monde que j'ai connu au GRIP aujourd'hui. On se parle encore aussi. Puis on a des liens très proches. Puis on aime ça travailler ensemble. Fait que c'est vraiment ça dont je suis plus fier. C'est pas juste de ma contribution, c'est du projet en général auquel, oui, j'ai contribué, mais auquel il y a eu d'autres personnes qui sont venues après moi, puis je suis comme, aïe, est-ce qu'ils ont fait de quoi de nice avec ce projet-là? Puis en plus que, la halte, bon, c'est Louis-David Martin qui a pris le volet après moi. Puis lui, ben là, il est rendu au GRIP. Puis, OK. Puis il est rendu au GRIP sur l'analyse de substances. Puis en fait, c'est Aïka qui était une étudiante stagiaire qui a repris le flambeau de la halte. Puis ce que je trouve vraiment beau là-dedans, c'est que l'organisme Elixir, c'est un organisme féministe à la base. Puis après un court parcours où il y a eu deux hommes qui sont passés là puis qui ont fait, mais ça revient aux mains d'une femme. Puis ça, je trouve ça vraiment hot de voir que ce projet-là, il est mené par Aïka qui a toutes les qualités pour mettre ce projet-là de l'avant, puis qui est d'une femme, puis qui a vraiment à cœur ce milieu communautaire-là. Puis Elixir aussi, le fait d'avoir passé là, ça a été tellement enrichissant pour moi. C'est là une bonne école. Vraiment, là, c'est là que j'ai appris les bases de quoi, l'éducation populaire autonome, l'approche communautaire autonome, le féminisme, tout ça, j'ai pris énormément de bagages. C'est le fait d'avoir passé là qui m'a mené à là où je suis aujourd'hui, puis au projet que je suis en train de développer aujourd'hui. Parce que c'est via ces contacts-là, via Gilles Soleil, que j'ai pu avoir intégré l'AIDQ, puis que j'ai pu participer à Profane, me former en prévention des surdoses, épauler le projet, bien comprendre un projet d'envergure provinciale. Puis c'est ça, continuer à me développer en tant que professionnel. Puis aussi, je n'ai parlé brièvement, là, le projet Soit Pro. Il y a aussi que ça, c'est le dernier projet d'Elixir que j'ai chapeauté. Puis ce que je suis fier aussi dans ce projet-là, c'est la coalition d'organismes qui s'est formée. Mm-hmm. Puis pour moi, ça a vraiment. Je suis fier d'avoir participé à ça parce que. D'une part, c'est Sherbrookeois, là, puis je trouve vraiment que Sherbrooke, au niveau des régions du Québec, a vraiment quelque chose de particulier dans son tissu communautaire. Via ce projet-là, j'ai pu voir à quel point est-ce que le monde était motivé à se mettre ensemble, à réfléchir ensemble. J'étais fier de la gang qu'on était au comité pour qui a mené éventuellement à Soit Pro, puis de toutes les réflexions qu'on a eues, puis que ça représente l'idée pas juste d'Elixir, pas juste de moi, mais d'un ensemble de personnes, puis que j'ai vraiment senti que le monde était content de tout ça, puis qu'il avait vraiment le goût de le mettre de l'avant, puis que ça continue, puis qu'on va continuer dans cet élan-là, puis que on a vraiment tissé en termes de prévention des violences sexuelles, on a vraiment mis du monde en contact via ce projet-là, puis qui ont tissé des liens ensemble, puis qui ont, à la fin, je me rappelle, le monde disait, c'est cool maintenant, je sais, toi, Valérie Mascotte, qui était sur le projet, qui était intervenante au Cégep de Sherbrooke, elle connaissait un peu mieux Charlène, qui travaille à Iris. Le fait que comme les intervenants se connaissent entre eux, ça avait vraiment beaucoup plus de value que juste le fait d'arriver au site web. Tous les liens que ça peut créer, justement. C'est ça. Puis de nouveaux projets aussi, par la suite, ça peut créer, quand le monde se connaisse mieux entre eux. Tout ça. Tout à fait. Puis, Chris, pour finir, j'aimerais juste savoir un peu, c'est quoi ton avis sur la consommation de drogue? J'ai le goût de commencer en disant, en reprenant une citation qui a été dite à un événement que j'ai participé cette semaine à TDO6. Là. En fait, c'est un événement sur l'usage de substances opioïdes.
qui a lieu, qui avait lieu en version en ligne, là. Puis il y a une conférencière qui paraphrasait un Français qui s'appelle Georges Lapac, qui lui disait « Les drogues ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses, elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites. » Wow, c'est tellement bien dit! Fait que je trouve ça... Je trouve c'est là tout le sens, tu sais, c'est que la consommation, d'une part, drogue, c'est un terme extrêmement chargé qui amène à un clivage, qui amène à une posture de pour ou contre, puis c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait considérer comme des drogues, puis c'est pour ça que moi j'aime mieux le terme substance psychoactive, c'est parce que c'est plus inclusif, puis ça permet de parler est-ce que c'est quoi qui est finalement de se poser la question sur qu'est-ce qui est différent entre le café qu'on consomme le matin pour se sentir de bonne humeur, puis que si on l'a pas, on rage comme ça se peut pas, jusqu'à la clé de cocaïne qu'un étudiant peut faire pour lors d'un party pour socialiser plus, puis avoir du fun, puis avoir un hop. Puis est-ce qu'il y a réellement un si grand risque que ça de plus à l'un et à l'autre en fonction. Puis il dépend de quoi ces risques-là? Est-ce qu'il dépend réellement de la substance en soi ou de tout ce qui entoure, du fait que la cocaïne n'est pas non contrôlée, Bon, oui, tu sais. On parle d'une substance qui a peut-être un peu plus d'impact sur le système nerveux central que le café. On parle d'une substance qui peut peut-être, pour la majeure partie d'une population, un potentiel d'addiction un peu plus élevé. Mais sauf que l'étudiant, si on lui donne l'information avant, s'il a accès à cette information-là, il va être capable d'être vigilant par rapport à sa consommation. Fait que, la consommation de drogue, c'est pas... Comment dire, les problèmes qui en découlent, ce sont des construits sociaux qui demeurent complètement, pas complètement, mais qui demeurent beaucoup teintés d'une analyse morale de la chose, mais en termes pragmatiques, si on donne la bonne information aux gens, de l'information qui est neutre, qui est validée, si on croit en leur potentiel de prendre des bonnes décisions pour eux, si on leur donne les ressources pour prendre des bonnes décisions, puis être informés, puis des ressources d'aide, du soutien, on n'aura plus de problème avec la consommation de drogue. La consommation de drogue en tant que telle n'est pas le problème, c'est les politiques puis le manque de tissu communautaire et social qui est alentour qui est le problème. Parfait. Écoute, c'était vraiment intéressant. Y a-t-il des choses que tu voudrais plugger? On va mettre le lien Sois Pro en dessous du vidéo, mais y a-t-il d'autres choses que tu aimerais parler? Il y a plein d'autres choses que je voudrais parler. Si les gens, si les gens veulent parler avec moi, veulent me poser des questions, je suis disponible. Il y a 2 adresses où on peut me rejoindre, 2 adresses courriel, nicolas.p.trudel@gmail.com. C'est mon adresse personnelle, Nicolas, Nicolas, .trudel@gmail.com. Sinon, si dans le cadre de mes fonctions à l'AIDQ, on peut me contacter via mon courriel professionnel qui est développement@commercial.aidq.org. Puis sinon, plus mon côté artistique, là, parce que je suis DJ aussi, puis j'aime ça allier l'art et le sens social, là, comment dire, un peu plus pousser la militance via mon art. Là. Fait qu'on peut contacter aussi pour ça via BeSafe. J'ai une page Facebook, BeSafe, puis Instagram. Faites de la très bonne musique en passant. Merci. Pour l'instant, c'est ça, plus DJ, mais bon, peut-être que les productions musicales pourront venir un jour. Puis sinon, c'est Instagram, c'est bsafe.music. B-S-A-F-E. Parfait. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps et ton ouverture. Merci à toi, Pélo. Merci à Chuck à Technique, très apprécié. Puis merci beaucoup au BOC pour ce magnifique local. Sinon, on se revoit la semaine prochaine.